Et là, les gars qui arrivent et qui disent ouais, tu te rends pas compte de ce que t'as fait, t'es recherché, on va finir en prison. C'était le premier voyage, t'avais pas de barrière, enfin, tu faisais confiance. Comment ça démarre une sorte de coaching? Quand t'as interviewé tous ces gens-là qui sont à des postes stratosphériques, tu vois, ils disaient hey, on a un petit gars, il est plutôt pas mauvais, donc si nos équipes elles ont besoin d'un coach, c'est lui qu'il faut appeler. Tu vois, quand tu es sur LinkedIn, il y a tout le monde qui te voit, il y a tes RH, il y a ton boss, il y a tes clients, tu vois. Je peux comprendre que c'est difficile à surmonter. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Que du numéro 10 agile. Je suis Christophe et aujourd'hui j'ai l'honneur de réinviter Jérémy Coenon. Jérémy qui est coach de dirigeants et qui est aussi celui qui a été primé comme l'épisode le plus écouté de mon podcast depuis l'année dernière. Donc c'était obligé que je le réinvite parce qu'il a des histoires de dingue à raconter. Donc Jérémy, est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Eh ben, écoute, merci de m'accueillir ici et ravi d'être une nouvelle fois avec toi. Et merci de me donner cette opportunité d'être là en vidéo, puisque c'est bien la première fois pour moi. Donc, alors, pour me présenter brièvement, moi, comme tu l'as très bien dit, Jérémy Coenon, 39 ans, j'habite au Pays Basque, derrière Biarritz pour ceux qui connaissent. Coach principalement, effectivement, de dirigeants et puis directeur, manager, autant dans des grands groupes que start-up et aussi PME, TPE. Et je coach mes clients principalement sur tout ce qui est sujet de leadership, management et communication, pour te la faire courte. Ouais, là, c'est la version courte de Jérémy, mais là, on est en vidéo, donc on pourra aller plus en détail. Comment on devient coach de dirigeant ? Est-ce que tu veux la version de comment on devient coach classiquement de dirigeant ou comment je suis devenu coach de dirigeant ? Je pense que les auditeurs et les auditrices veulent ta vraie histoire, en fait. Okay. la longue story. Ok, mais rassure-toi, tu vois, on est tout seul. On est entre nous. Nous. Je peux parler. Alors, comment Jérémy Coenon devient coach de dirigeant ? Et presque, on pourrait tourner la question sur comment on part en voyage, comment on va en Inde se faire arnaquer, manipuler, séquestrer, vider les comptes en banque et que ça nous amène à coacher des dirigeants de grandes maisons françaises ou de grands dirigeants de grandes entreprises. Ça te dit que je raconte cette partie-là ? Ouais, vas-y. Bon, alors pour te la faire courte, et j'aime bien le dire comme ça, moi au départ, je suis tout sauf dans ce monde-là. Je suis ingénieur agronome, fonctionnaire pendant 10 ans qui travaillait dans la gestion des milieux naturels. Donc, vraiment rien à voir avec ce monde-là. Et en 2016, j'étais dans une petite structure qui s'occupait des rivières. Et ma directrice de l'époque part en congé maternité et me dit « Écoute, Jérémy, t'es le plus ancien, t'as qu'à reprendre un petit peu mes missions, mais t'inquiète pas, tout roule, il n'y a rien à faire. » Et effectivement, je reprends les missions. Et ça roulait dans le sens où il n'y avait pas de problème particulier. Mais là, je me suis rendu compte qu'il y avait un potentiel extraordinaire avec cette équipe. Et pendant 1 an, on a fait doubler les effectifs, doubler les projets et je me suis passionné pour tous ces sujets de communication, de management et de comment créer un collectif qui crée des choses extraordinaires. Et j'ai eu l'impression de bosser avec une bande de potes comme ça. Et du coup, quand elle est rentrée, ma directrice, et que je devais reprendre ma place, mon boulot, je me suis dit, non, ça va pas le faire. Donc, je vais en profiter pour faire un truc que j'ai eu peur de faire pendant de nombreuses années. C'est prendre un billet aller simple pour partir en voyage et voilà, pas partir en voyage 3 semaines, mais partir 1 an. Et je suis parti au départ au Népal, parce que j'aime beaucoup faire de la montagne. Et j'ai vadrouillé en Asie du Sud-Est, au Sri Lanka, Birmanie, et j'ai fini en Inde, où j'ai eu l'occasion de rencontrer le Dalai Lama en public teaching et de traverser les Himalayas à pied pendant 600 km en solo, sans tente, et vivre des trucs extraordinaires. Et là, j'allais finir à Rishikesh, qui est un peu la Mecque du yoga, pour faire une formation de prof de yoga, parce que je me disais, c'est pas mal comme reconversion prof de yoga. Et sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu. J'ai 2 charmants Indiens dans la rue qui m'ont invité à boire le thé avec eux, qui ont discuté avec moi et qui m'ont fait accepter de les suivre sur une histoire bizarre de transfert de bijoux entre l'Inde et la France. Et là, j'accepte. Et là, en fait, je me retrouve le soir même à 2h du matin à New Delhi, complètement les yeux comme ça, à faire un transfert de bijoux avec des mallettes, machin et tout. Et le lendemain, d'avoir la douane qui m'appelle en me disant « Mr. Coenon, it seems that you're doing something illegal. » Et là, les gars qui arrivent, parce qu'ils étaient plusieurs, et qui disent « Tu te rends pas compte de ce que t'as fait, t'es recherché, on va finir en prison, mais les petits blancs comme toi, tu sais pas ce que ça devient en prison, mais tu vas te faire violer, puis massacrer. » Et puis là, qui me font monter la sauce, quoi. Et
On part en cavale se cacher, soi-disant, au fin fond du Rajasthan parce qu'on est cherché par les policiers. Et à ce moment-là, du coup, ils me disent « Écoute, combien t'as sur ton compte en banque ? Parce que nous, on a déjà mis 50 000 balles pour essayer de soudoyer la douane, pour essayer de te renvoyer en France et puis de régler le truc et tout. » Et puis là, c'est ta vie versus ta thune. Donc, à ce moment-là, je réfléchis pas. Et puis, ça faisait déjà quelques jours qu'ils me manipulaient. Donc, ton cerveau est déjà bien retourné. Et là, j'ai 20 000. Et puis, tu organises le virement des 20 000 euros. Et une fois que les 20 000 euros ont été transférés, hop, ils me renvoient en France en état de stress post-traumatique aigu. Et je te fais la version un tout petit peu plus longue que celle que je fais d'habitude, si ça te va. Ouais, vas-y, j'ai plein de questions là. Vas-y, si tu veux une question, comme tu veux. Ouais. Ok, vas-y, je te les pose direct, comme ça. T'avais déjà l'habitude de voyager avant ou c'était ton premier grand voyage? C'était mon premier grand voyage. D'accord. Ouais. Et du coup, j'étais content quand je suis parti parce que j'avais surmonté une peur que j'avais depuis 10 ans où je m'étais dit j'aimerais trop partir voyager seul. Et là, ça a été l'occasion de le faire. Ouais, t'as voyagé seul. Moi, avant, quand je voyageais seul, tu vois, ça m'a ouvert, comment dire, les chakras ou les comment dire, les skills cachés, tu vois. Ouais. Tu vois, moi, je suis introverti. J'aime bien rester seul dans ma chambre à jouer aux jeux vidéo ou à collectionner des figurines, tu vois. Mais le voyage, tu vois, ça m'a appris justement à m'ouvrir et aussi à me débrouiller dans les terres inconnues où je connais pas la langue des pays, tu vois. Et toi, direct, t'es passé direct comme ça. Enfin, c'était en Inde, c'est ça, ouais. Ouais. Alors, ce qu'il faut comprendre, en fait, j'ai vécu un petit peu la même chose que toi, c'est-à-dire que je suis parti au Népal, j'ai fait de la montagne. En plus, je me suis retrouvé avec un pote, donc ma peur de voyager seul, une fois que j'avais pris mon billet, elle avait disparu, et du coup, c'est marrant, on a fait de la montagne avec un pote. Et après, pendant presque 10-11 mois, j'ai eu l'occasion de voyager, de découvrir plein de trucs, de m'ouvrir à plein de choses. Et même, moi, je suis ingénieur de formation, donc tu sais, le mec un peu cartésien et tout, et de m'ouvrir à des choses que je connaissais pas, qui étaient le yoga, un peu la méditation, tout ça. Et ça n'est que finalement en août 2016, donc 1 mois et demi avant ma date supposée de retour en France, que je me suis fait choper, en fait. Voilà. Et durant les premiers mois, t'avais jamais eu de problème, en fait. Et non. Et c'est intéressant ce que tu soulèves, puisque on pourrait se dire, mais c'est fou, le mec, il s'est fait choper. Et moi-même, et ça jouera pour ce qui s'est passé après, comment je suis devenu coach, mais j'ai eu un moment où je me suis dit, mais t'es qu'un gros blaireau, Jérémy. Comment t'as pu faire pour te faire choper ? T'es censé avoir un cerveau qui marche à peu près, et tu t'es fait avoir, mais comme un bleu. Et je pense qu'il y a 2 choses qui ont joué en ma défaveur, 2 biais, on va dire, un peu presque cognitifs. Le premier biais, c'est ce qu'on appelle le biais d'excès de confiance. Et en fait, pendant presque 1 an, j'avais fait confiance à des gens, à des étrangers, des inconnus très rapidement. Et pendant presque 1 an, j'avais eu raison de faire confiance à ces gens-là. Donc dans ma tête, en fait, rencontre après rencontre, il y avait tout le monde est gentil presque. Donc ça, c'est le premier biais. Et le deuxième biais qui a fait que je me suis fait avoir, c'est le biais, je ne sais pas s'il existe en tant que tel, mais de recherche de l'extraordinaire. Ce qu'il faut voir, c'est que il m'était arrivé des histoires extraordinaires sur histoires extraordinaires et j'étais en train de finir en apothéose après avoir rencontré le Dalai Lama, après avoir traversé des cols à 5000 mètres d'altitude avec des bergers qui taillaient des marches à la hache dans des glaciers et à passer. Tu vois, je recherchais de l'extraordinaire. Et en fait, quelque part dans leurs propositions, et tu vois, j'ai mis longtemps à accepter, à digérer et à accepter de le partager parce qu'il y avait une grosse part de honte derrière ça, tu vois. Ça a été de me dire, oui, en fait, j'ai aussi accepté parce que ils me le présentaient et ils ont joué sur plein de leviers d'influence. Et en même temps, dans ma tête, je me disais, c'est pas commun, c'est un peu extraordinaire ce qui est en train de se passer. Pourquoi pas tester ? Et l'un plus l'autre ont fait que j'étais le pigeon parfait pour tomber dans leur truc, quoi. Revenons là-dedans. Ils ont fait quoi ? Enfin, ils t'ont pas menacé, en fait. Ils t'ont manipulé, c'est ça ? Enfin... C'est ça. Au tout départ, en fait, ils m'ont fait une masterclass à 20 000 balles, puis ils m'ont enlevé 20 000 balles, mais une masterclass d'influence et de manipulation. Et parce qu'après, j'en ai mangé des livres d'influence et de manipulation.
Première règle, ils créent le rapport et la connexion et la confiance. Et pour faire ça, qu'est-ce qu'ils font? Bon, déjà, ils te font parler de ce que t'aimes, de ce que tu fais, et ensuite ils utilisent un petit peu des clés ils cherchent les points communs en fait, ou ils inventent des points communs en vrai, hein, pour que tu aies l'impression d'être de plus en plus proche de toi. Donc je parlais de yoga, ah mais moi aussi je fais du yoga, et puis je parlais de méditation, et il dit ah mon frère a un centre de méditation, puis petit à petit comme ça, et ils vont creuser ensuite sur tes valeurs. Le deuxième truc qu'ils ont fait, qui est même le premier, c'est qu'ils ont activé un biais, ou en tout cas un principe qui est ultra puissant en matière d'influence. Alors eux, et j'aime bien dire, tu sais, l'influence, parce que finalement mon job en tant que coach, c'est d'aider les gens et de les influencer pour leur permettre d'obtenir ce qu'ils veulent. Et les gens ils me disent, oh mais tu manipules, c'est de l'influence ou de la manipulation. Et je dis, est-ce qu'il y a un couteau, et je peux même te poser la question, à ton avis, un couteau bien aiguisé, c'est bon ou c'est mauvais? Ouais, ça dépend du contexte. Exactement. Si tu le files à un serial killer, ça fait pas le même effet que si tu le files à un chef étoilé. Et je leur dis, les outils d'influence, c'est exactement la même chose. L'outil en lui-même n'est pas mauvais, mais l'intention avec laquelle tu l'utilises fait des dégâts ou fait des choses extraordinaires. Et les gars, ils ont utilisé par exemple le principe de réciprocité. Quand ils m'ont offert le thé, ils ont activé à l'intérieur de moi, en fait, inconsciemment, le besoin d'être redevable par rapport à eux. Et ils ont ensuite utilisé ce qu'on appelle la stratégie d'engagement et de cohérence, ou de l'escalier. C'est-à-dire qu'ils disent, tiens, ça te dit qu'on te parle on travaille avec des étrangers comme toi, et puis mon frère a une bijouterie, ça te dit que je te partage? Et puis tu dis oui. Puis il dit, tiens, ça te dit de venir juste à la maison, on en parle autour d'un jus d'orange et d'un thé. Puis ça t'engage à pas grand-chose, donc tu vas et tu dis oui. Et puis petit à petit, en fait, ils te font accepter de plus en plus des petits trucs, mais jusqu'à, tiens, en fait, c'est pas grand-chose. En fait, il faut juste qu'on aille dans le village d'à côté pour que tu te fasses caution pour les bijoux. Et puis tu dis oui, parce qu'en fait, ils t'ont dit que c'est légal. Et puis tu arrives à la voiture, ils te disent, en fait, on va pas aller au village d'à côté, on va aller à la ville qui est à 3 heures. Puis tu rentres dans le taxi, et puis une demi-heure après, il te dit, non, en fait, ça marche pas, la ville qui est à 3 heures, on va à New Delhi qui est à 12 heures. Et en fait, c'est que de la stratégie d'engagement et cohérence qui va comme ça. Mais ça a duré combien de temps Ça a été ultra rapide. Ouais. Entre le moment où je les ai croisés dans la rue et le moment où j'étais à 2h du matin à New Delhi face à une valise avec des bijoux qui je n'ai aucune idée de savoir s'ils étaient vrais ou faux, hein. Ça a pris 12 heures, quoi. 12 heures, ah ouais. Ça a été ultra rapide. Allez, 12 ou 15 heures, on va dire. Ouais, c'est ultra rapide. Ouais, et comme tu as voyagé depuis des mois où ça s'est bien passé, et puis t'étais curieux, donc en plus, comme c'était ton premier voyage, t'avais tout ouvert, en fait. Enfin, t'avais pas de barrière. Enfin, tu faisais confiance. C'est ça. Et même si, au fond de moi, il y avait une partie de moi qui était en train de sentir qu'il y avait un truc bizarre, tu vois. Le problème, c'est que t'as cette stratégie d'engagement et cohérence qui fait que refaire machine arrière toute te coûte plus cher psychologiquement que de faire un pas de plus dans ta bêtise. Et en montagne, c'est un biais qu'on voit très souvent. Tu vois un truc et il faut escalader, et puis tu dis la sortie, elle va être par là, et puis tu escalades à un pas de plus, un mètre de plus, et chaque mètre que tu montes, tu peux monter, mais parce que ça te coûte moins cher que de tout redescendre et d'aller chercher un chemin, et puis tu te retrouves bloqué au milieu de ta paroi à appeler l'hélico parce que c'est fini, c'est trop tard, quoi. Et c'est un peu ça qui s'est passé, quoi. Ok. Et là, ça a fini par ta vie à les 20 000 euros. C'est ça. Là, tu fais. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, ils m'ont renvoyé dans l'avion. Et une petite anecdote assez extraordinaire pour voir le pouvoir de la psyché. Juste avant de me déposer à l'aéroport, ils me disent on a réussi à négocier avec la douane et tout. Donc, quand tu vas passer ton passeport là, à la douane, ça va se mettre en vert comme s'il n'y avait pas de problème, alors que ton passeport est fiché normalement, machin et tout. Par contre, il faut que tu fasses attention, il faut que tu fasses bonne mine et tout. Et en plus, il faut que tu sois bon parce que tu n'as que 3 quarts d'heure pour passer. Tu vois. Et ce qui est ouf, c'est que là, j'étais dans la file d'attente, tu sais, juste au moment où tu poses ton passeport. Et là, j'avais cette petite recommandation qui m'avait donné en tête, genre, il faut que tu fasses comme si tout va bien. Horrible. Je suais dans tous les sens, j'avais l'impression d'être le pire criminel de la Terre, tu vois.
Alors que factuellement, il n'y avait pas de problème, tu vois. Et ça, c'est fou de voir comment tu peux te raconter des choses et elles deviennent réelles, en fait. Et ton corps l'exprime, quoi. En fait, moi, ce que je trouve ça fou, tu vois, c'est que t'as pas eu le temps d'en parler à ta famille ou, enfin, là, d'après ce que tu me dis, ça s'est passé rapidement. Ouais. Et ils t'ont conditionné pour qu'à chaque fois, soit t'étais jamais seul pour réfléchir par toi-même, soit, même quand ils sont pas là, même à l'aéroport, tu vois, ils t'ont conditionné, en fait. Enfin, c'est... Et t'as donné une clé ultra importante dans leur stratégie, c'est-à-dire que à partir du moment où ils m'ont chopé à Rishikesh, 24 heures sur 24, jusqu'au moment où ils m'ont déposé dans l'aéroport, qui était une semaine plus tard, hein, il s'est passé une semaine entre-temps, j'ai pas été une seule seconde tout seul. C'est-à-dire que je dormais avec quelqu'un pour, soi-disant, me protéger. Et ça veut dire que dès que je me mettais dans une logique à essayer de raisonner, ils utilisaient un truc que j'utilise aujourd'hui, mais pour des bonnes intentions et pour aider mes clients, qui est le pouvoir du questionnement. Et en fait, le cerveau, il est câblé pour répondre aux questions. Tu vois, si je te dis là tout de suite, ne réponds pas à ma question, mais où est-ce qu'il y a du jaune dans cette pièce ? Je sais que tu n'as pas le choix, tu vois. Ton cerveau, il cherche du jaune, tu vois. Ouais. Et en fait, dès qu'il me voyait commencer à essayer de raisonner, à me poser des questions par moi-même et tout, paf, il me posait des questions banales ou tiens, où est-ce que tu as mis ton passeport ou qu'est-ce que tu as fait de ton sac ? Ou alors des trucs un peu plus sur ce que j'avais vécu avant ou quoi. Et pour m'empêcher de réfléchir et de raisonner. Et au bout d'une semaine comme ça, tu as été lobotomisé. En plus, tu crois fermement que tu es un brigand. Et donc, ils pensent bien à te dire, surtout, n'en parle pas à tes parents, parce que sinon, tu vas mettre tes parents et ta famille dans la merde. Ouais. Donc là, ok. T'as envoyé les 20 000. Ils t'ont dit de retourner en France ou dans notre pays ? Ils m'ont mis dans l'avion. C'est eux qui me... Grand Prince. Ils sont généreux. Ils t'ont payé le billet de retour. Ils m'ont même payé des fringues pour faire classe parce que tu sais, je redescendais de ma montagne, donc ils m'ont payé des fringues pour que je fasse classe. Donc les gars sont grands princes. Et là, je me retrouve à Paris, à l'aéroport, il est 20h, et ils me disent on va te contacter pour la suite, tu vois, ils me contactent pas et tout. Et là, il est 22h, il me reste 100 balles que j'avais réussi à garder dans mon portefeuille. Et je dis, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai ma famille à 30 km donc à Brétigny-sur-Orge, et je ne pouvais pas aller les voir parce que j'étais cherché, tu vois. Ouais, t'étais en mode fugitif, en fait. J'étais le fugitif. Ouais. Et là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris un billet, je suis arrivé dans Paris, il était 21h, j'ai erré, je me disais, je vais faire comme en montagne, je vais chercher un parc et je vais dormir caché derrière des plantes, quoi, tu vois. Et en fait, là, c'est assez intéressant parce que je l'ai découvert plus tard que c'est une compétence que j'ai et qui me permet aujourd'hui de faire ce que je fais. Mais en fait, je suis tombé sur deux jeunes. Là, on était au bord d'un canal, je ne sais plus lequel. Et puis, ils prenaient un petit apéro ensemble, machin. Et puis, j'ai commencé à discuter avec eux. Et puis, ils m'ont invité. On est allé au bar boire des coups. Et puis, je leur ai pas dit ce que je vivais exactement, mais ils ont compris que c'était un peu la galère. Et ils m'ont invité à dormir, machin. Et donc ça a été mes premiers anges gardiens. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a si jamais il y a donc la personne qui m'a invité, elle s'appelle Claire et elle avait son coloc. Et Claire, elle m'a laissé un mot le lendemain matin. Elle partait travailler. Elle dit j'ai l'impression que c'est pas simple pour toi. Si tu as besoin, n'hésite pas. Elle m'avait laissé son numéro de téléphone. Et j'ai déchiré le numéro parce que j'étais en mode psychose, genre il faut que personne soit, je veux faire de mal à personne, donc que personne soit impacté par mon histoire, tu vois. Et donc si un jour Claire entend ce podcast, elle saura combien. Tu l'as jamais recontacté même quand ça allait ? J'ai jamais pu puisque j'avais déchiré le mot et donc après pendant une semaine j'ai erré dans Paris en mode entre guillemets SDF. Dans le sens où ils m'ont versé de l'argent par Western Union 300 € pour que je dorme dans des auberges. Mais après, tu as tes journées où tu attends. Parce qu'ils te disent, attends, on est en train de régler le problème. Et en fait, tu n'as plus d'objectif de vie, tu attends. Et au bout d'une semaine, je les ai appelés, je leur ai dit, écoutez, je peux plus, je craque. Et ils m'ont dit, écoute, on a un truc pour toi. Tu es censé rentrer dans 1 mois de ton voyage. Pour pas que ça blesse tes parents et faire comme si de rien n'était et nous laisser le temps de gérer le truc pour te rendre ton argent. Si tu veux, on t'offre un billet d'avion pour où tu veux, à part le Népal, l'Inde et le Sri Lanka parce que t'es recherché. Mais comme ça, tu finis tes vacances, l'air de rien, et tu rentreras à la bonne date et on t'enverra de l'argent pour que ce soit bien. Où est-ce que tu veux aller ?
Et je les soupçonne, j'ai plus exactement la mémoire en tête, mais d'avoir fortement poussé pour que j'aille en Thaïlande parce que je pense que les billets d'avion n'étaient pas très chers. Tu étais déjà allé en Thaïlande, non? Non, j'étais jamais Ok. allé en Thaïlande. Ils m'ont dit, mais tu sais, il y a du bon yoga là-bas. Et du coup, me voilà repartir après une semaine à faire le SDF dans les rues de Paris. T'as dû flipper à l'aéroport, non, de repasser la douane et tout, là, non? Et bah ouais, mais en même temps, C'est pressé de partir. j'avais plus le choix. J'étais vraiment leur marionnette, tu sais. Et j'étais là, une chose après une autre. Et puis de toute façon, j'ai aucune autre possibilité. Alors que factuellement, je pouvais j'avais mon téléphone, j'avais tout. Je pouvais rentrer à la maison qui était à 30 km, tu vois, de mes parents. Mais dans ma tête, j'avais aucune autre possibilité. Et ça, c'est une clé que j'ai compris derrière. Tu sais, parfois, j'accompagne, pas tout le temps, mais j'accompagne. Et au début de ma carrière de coach, j'ai fait beaucoup de coaching de vie. Et je voyais des gens qui étaient parfois en difficulté suite à un trauma ou des trucs comme ça et qui voyaient aucune possibilité. Et ça m'avait rappelé tout ça, en fait. Les biais cognitifs qui te font l'effet de tunnel où tu crois qu'en fait, tu n'as plus de possibilité. Et c'est juste que tu as des œillères du fait de ton état émotionnel et de l'histoire que tu es en train de vivre, quoi. Et donc voilà, donc je suis parti en Thaïlande. J'ai fait une semaine en Thaïlande à vivre avec 3 € par jour. Et là, je commençais à plus du tout dormir. Et là, je me suis dit, soit je crève là, soit je demande l'aide. Et là, j'ai appelé mon père. Allô, papa. Je suis pas en Inde, je suis en Thaïlande, je suis recherché par les flics. Tu lui as dit la vérité. J'ai plus de thunes, j'ai besoin que tu me payes. Il s'est passé combien de jours le temps que toute cette histoire s'est passée et que t'as une semaine à Paris et une semaine en Thaïlande. C'est rapide quand même, ouais. En gros, une semaine en Inde, une semaine à Paris, une semaine en Thaïlande. Et au bout d'une semaine, j'ai dit à papa, à mon père, papa, paye-moi, prends-moi un billet d'avion Bangkok-Paris, et voilà. Et après ça, il m'a fallu encore 2 semaines dans le dur à mentir à ma mère, et il n'y a que mon père qui était au courant, à croire que j'étais encore recherché, et les gars me contactaient par WhatsApp, machin et tout. Et ton père, il t'a pas dit... C'est qu'une arnaque. Ouais, direct, il t'a dit... Ouais. Et en fait, le truc, c'est que comme les gars me recontactaient, machin et tout, ça laissait planer un petit doute, tu vois. Mais effectivement, lui qui était extérieur, il m'a dit non, mais c'est une arnaque et tout. Puis, sauf que là, les gars me rappelaient d'un coup, tu vois. Et donc là, il était là, mais c'est une arnaque, mais les gars... Tu vois. Et puis j'étais tellement dans l'histoire que il a dit attends, on verra ce qui se passe, machin et tout. Et en fait, ce qui s'est passé 2 semaines plus tard, je dormais plus et tout, j'étais vraiment dans le mal. Et je me rappellerai, j'étais chez ma mère à ce moment-là, et je descends, et je dis à ma mère un matin, tu sais, décalqué, et je dis à ma mère, écoute maman, j'ai fait quelque chose d'atroce. Elle me dit, explique-moi. Et du coup, je lui explique tout. Elle me dit, je crois que c'est une arnaque. Je dis, mais non, c'est pas possible. Et là, elle me pose une question de coach de ouf. Elle n'est pas coach, ma mère, mais elle me dit, comment tu pourrais vérifier que c'est une arnaque ou pas? Et là, j'ai dit, peut-être que je pourrais regarder là, faire une demande de visa pour le Sri Lanka, et puis si elle est acceptée, se dire que je suis pas recherché au Sri Lanka et que tout va bien, quoi. Et là, je me rappellerai toujours, je vais dans le salon, je prends mon téléphone comme ça, et là, ça reclique. J'appuie sur la barre Google, et je fais arnaque, bijoux, Inde. Et là... Ouais, pas le premier. Exactement. Et là, il se passe 2 choses. D'un côté, tu es libéré parce que c'était qu'une arnaque, tu vois. Et d'un autre côté, tu n'as plus besoin de survivre. Par contre, lui, il peut commencer à te défoncer, tu vois. Te dire, mais t'es qu'un blaireau. Comment tu as pu faire pour te faire choper? Comment tu as pu faire pour accepter ça? Comment tu as pu faire pour croire? Puis de toute façon, t'es vénal. Il t'avait promis de l'argent, machin et tout. Et là, tu as la honte, et là, tu es en train... Et tu croyais que le plus dur était passé, et en fait, le plus dur commence, quoi. Et là, tu as tout l'impact du stress post-traumatique qui ressort, quoi. Et là, il n'y avait que tes parents qui étaient au courant, tu n'en as pas parlé à tes amis. Et là, à ce moment-là, il n'y avait que mes parents qui étaient au courant. Comment tu as fait pour émerger, là? Parce que là... That's a là, good déjà, question. tu as perdu 20 000 balles. Plus le sommeil. Ce sommeil, plus, comme tu disais, un peu la honte de te faire avoir, tu vois. Enfin. C'est une très très bonne question. Ce qui s'est passé, c'est que donc je suis retourné ensuite
dans le Pays Basque parce que j'avais pas le choix. Il allait falloir que je reprenne mon travail parce que comme j'étais fonctionnaire, j'avais pris 1 an de dispo. Et puis là, j'étais vraiment dans des phases de stress post-traumatique avec état dépressif. Donc en fait, quand tu vis ça, pour ceux qui ont déjà vécu des épisodes comme ça, t'as des phases, c'est des vagues en fait. T'as des phases où ça va un peu mieux et des phases où tu replonges. Et là, t'as les ruminations et les trucs et qui te dit que tu vas pas t'en sortir et tout. Et donc factuellement, en vrai, j'avais plus de thunes, mais j'avais un travail, mes amis, ma famille. Donc factuellement, tout allait bien, tu vois. Sauf que je sombrais. Et là, j'essayais de la méditation, j'essayais du yoga, mais quand je sombrais, c'était trop dur. Donc ça, je suis rentré en septembre, jusqu'à novembre, mi-novembre, fin novembre, où là, je me dis, en fait, tu souffres trop. À la limite, si tu n'arrives pas à t'en sortir, va en montagne et saute. Et ça, c'était des pensées qui commencent à arriver, tu vois, des pensées vraiment noires, alors que je suis quelqu'un de vraiment optimiste dans la vie. Et là, je me suis dit, oh, ça va pas. Je me suis dit, soit tu le fais vraiment, t'arrêtes d'y penser et t'y vas, tu sautes. Soit tu te fais aider parce que tu n'y arriveras pas tout seul. Et j'ai pris l'option 2. Et là, j'ai commencé à chercher dans les centres médico-psychologiques, psy, machin et tout. Et je suis tombé, parce qu'il faut trouver la bonne personne, c'est ça qui n'est pas facile, et je suis tombé sur une hypnothérapeute qui m'a aidé, je ne sais pas si tu as entendu parler, l'EMDR, tu sais, tu fais des techniques où tu fais bouger les yeux, à libérer le traumatisme, et en tout cas à retrouver du sommeil, parce que ça, c'était vraiment dur à ce moment-là. Et qui, à la 2e séance, me dit « Ah, toi, tu es quelqu'un d'un peu kinesthésique en PNL, programmation neurolinguistique. Si tu connais pas, tu devrais aller regarder, ça devrait t'intéresser. » Et là, ça a été le déclencheur. Je suis allé sur Google, encore une fois. PNL, j'ai tapé PNL, et puis j'ai vu ce que c'était, cet ensemble d'outils qui permettent de comprendre comment fonctionne le cerveau pour obtenir ce que tu veux. Et je me suis dit, ça pourrait m'aider. Et là, j'ai commencé à aller sur YouTube, à prendre des exos de PNL, tu vois, à tout scripter et à tout appliquer sur moi, tu vois, à faire tous les exercices. Et en fait, 2 semaines plus tard, j'avais transformé ma perception de ce que j'avais vécu, de ce que j'ai vécu a détruit ma vie et ma vie est foutue et je vais finir seul, pauvre et machin, et si c'était une opportunité pour passer à un autre niveau, en fait. Donc là, t'avais les pensées noires, tu voulais déjà remonter la pente, hein. Ouais. La culpabilité, je pense que c'est ça qui t'empêchait de dormir. Pourquoi t'es pas allé voir un psychiatre ou une psychologue J'y suis allé. Ouais. Ça n'a pas matché, ça n'a pas fité et j'avais pas envie de prendre de médoc. Okay. Ça, c'était très personnel. Je dis pas que c'est bien, que c'est mal, c'était juste très personnel. Et pareil, je suis allé voir d'autres médecins, une autre hypnothérapeute, jusqu'à ce que je tombe avec une personne avec qui ça matchait, quoi. C'est plus ça. Ok. Ouais. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'à ce moment-là, tu sais, quand j'ai eu ce déclic, genre peut-être que c'est une opportunité, j'avais la question, j'avais pas encore la réponse, tu vois. Je voyais pas trop l'opportunité encore, tu vois. J'avais toujours pas de thunes. Mais j'ai compris à ce moment-là, et la suite de l'histoire me l'a fait vraiment comprendre. Et aujourd'hui, je pense, une des clés qui fait que j'aide vraiment à accompagner les gens à surmonter leurs challenges et ou atteindre leurs objectifs, c'est d'avoir compris un truc essentiel. C'est que dans la vie, et si peut-être nos auditeurs devaient repartir avec un truc de ce que je partage, ce serait peut-être celui-là. C'est dans la vie, c'est pas ta vie, elle n'est pas conditionnée par ce qui t'arrive, elle est conditionnée par les histoires que tu te racontes à propos de ce qui t'arrive. Et tu as le choix, en fait. Tu vois, je prends souvent l'exemple, tu as 2 jeunes, ils sont en voiture, ils ont un accident de voiture, ils ont les jambes coupées, tu vois. Puis tu le vois 3 ans plus tard, le premier qui est dépressif, chez ses parents, sous médoc, pas autonome, et qui dit « parce que j'ai eu cet accident de voiture et que j'ai perdu mes jambes, ma vie est foutue ». Et l'autre qui a gagné les Jeux paralympiques, qui a monté une association pour aider des jeunes et tout, et qui dit « parce que j'ai vécu cet accident, ça a transformé ma vie ». Et en fait, la situation était la même, l'histoire que tu te racontes est différente. Et ce que je trouve extraordinaire, du coup, c'est qu'on a tous le choix de l'histoire qu'on se raconte par rapport à ce qu'on a vécu. Ouais, c'est un pote qui me citait toujours sa grand-mère, tu vois. Faut jamais blâmer une contrariété, hein. Mais là, tu vois, toi, c'était même pas une contrariété, tu vois. Enfin, t'es tombé trop bas, hein. Et est-ce que au fil des années ou des mois, t'as commencé à en reparler, hein.
Et quand t'en parlais à tes amis, enfin, il y en a qui te croyaient pas ou Ils tombaient des nues. Ouais. C'est pas qu'ils me croyaient pas, mais par contre, ils disaient, mais comment comment t'as réussi à nous le cacher, à faire cette face de la personne qui est bien ou ça va. Ils disaient, c'est vrai qu'on te voyait, t'étais un peu bizarre, un peu changé, parfois un peu gris, un peu renfermé, tu vois, mais on se doutait pas, quoi. C'est plus ça. Parce que quand j'en ai parlé, les gens, ils disaient, enfin, ils savaient que c'était vrai, quoi. Ça t'a pas donné un autre regard? Parce que là t'étais vraiment 6 pieds sous terre. T'as eu tout le soutien que tu voulais au final quand t'as commencé à en parler, ou t'as commencé à voir, t'as peut-être pu voir des gens qui sont seulement là quand tout va bien et Ouais. J'ai la chance d'avoir des copains extraordinaires. ouais. Et du coup, dès que j'en ai parlé, j'ai eu la chance d'avoir un soutien extraordinaire. Ils n'étaient pas là pour m'aider à faire mon chemin, mais ils étaient là pour être mes piliers. Et et je remercie aussi ma famille, ont pu l'être parce que ça a été les premiers qui ont été au courant, et ont pu être là pour moi, pour me dire, bah, regarde, t'es pas tout seul, quoi. Et donc ça c'était cool. Et après, ce qui m'a permis de faire le chemin, le voyage, et d'en arriver là où j'en suis aujourd'hui, c'est plus cette découverte de la PNL, et après ce que j'en ai fait derrière, quoi. Bah justement, alors là-dedans, tu t'es formé sur YouTube. Tu sais que souvent on me dit, parce que je coach quand même, tu vois, je coach des dirigeants, ouais, dans vraiment des grands groupes. Bon, il y en a certains, je peux les nommer, tu vois, à Decathlon ou des trucs comme ça, et puis à des chouettes maisons. Et parfois, ça m'arrive, tu sais, mais c'est rarement les gens qui sont des clients ou qui sont des prospects qui me posent cette question, mais plus des gens qui sont curieux, qui me disent, mais c'est quoi ta certification? Et souvent, je dis, bah, ma certification, c'est YouTube. Après, je dis, non, ma certification, c'est mes clients qui me recommandent, c'est les 200 personnes qui me recommandent et qui font que j'ai aucun problème pour trouver du boulot. Mais par contre, YouTube, c'est... En PNL, tu apprends un truc de base, c'est que le succès se modélise. Et en fait, au tout départ de la PNL, c'est Grinder et Bandler qui se sont dit comment font des grands thérapeutes pour avoir les résultats qu'ils ont. Est-ce qu'ils ont de la chance ou est-ce qu'il y a un truc, quoi? Et donc, ils sont allés modéliser leur mode de fonctionnement, leurs états de pensée, leur façon de réfléchir. Et puis, ils sont aperçus qu'il y avait des patterns qui permettaient d'obtenir des résultats. Et puis après, ils ont dupliqué ça au monde du sport, de l'entreprise, des arts. Puis, ils se sont aperçus que c'était tout le temps la même chose. Et du coup, ils ont modélisé un espèce de mode d'emploi du cerveau. Et donc, quand j'ai découvert tout ça, je me suis dit, bah, en fait, la recette pour apprendre quelque chose, c'est de modéliser ceux qui savent faire. Et donc, je suis allé sur YouTube prendre des cadors en PNL qui mettaient à disposition des séances, des trucs comme ça. Et je décortiquais, je scriptais tout, j'écrivais tout. J'imprimais ma feuille, j'allais voir les potes ou les collègues et je disais, dis-moi ce que tu veux. Tu veux... lâcher ta phobie des araignées, avoir confiance quand tu parles à tel moment, mieux communiquer dans telle situation, mieux gérer tes émotions là, arrêter de fumer. Dis-moi ce que tu veux, c'est la liste au Père Noël, on va tester. T'as pratiqué en fait, t'as pratiqué sur le terrain, tu vois. Exactement. Moi, le truc que je vois, hein, que ce soit moi je suis dans le milieu de l'IT, hein, donc j'accompagne les développeurs et les organisations à travailler mieux et à donner de la valeur aux clients, tu vois. Et moi, ce que j'ai vu, tu vois, c'est que ouais, dans le monde de l'entreprise, on va pas se mentir. Bah, comme tu as dit, tu as ta certif, machin bulle, tu vois. Mais le but, tu vois, d'avoir ta certif, oui, ça peut rassurer en entretien, tu vois. Mais ça n'enlèvera rien, ou en fait, c'est juste le début d'apprendre, en fait. T'as tout compris. Si tu pratiques pas sur le terrain et que, oui, tu as ta certif, super, génial, et que tu pratiques pas, parce que tu vas te confronter au contexte et à la culture d'entreprise. Et forcément, ça, c'est écrit nulle part, tu vois, et chaque entreprise est différente. Et c'est sûr que tu vas galérer. Enfin, tous les gens qui me disent j'ai jamais galéré, j'ai ma certif, je suis un pro, j'y crois pas, tu vois. Et toi, tu vois, t'as pratiqué avec tes amis. Donc, au départ avec les amis. Ok. Et les collègues qui étaient des potes. Ouais. Et puis après, les amis en parlent à des amis. Puis les amis des amis en parlent à des amis. Et puis, il faut croire que j'avais un peu une fibre pour ça et que ça marchait bien. Et puis au départ... bah, t'es payé en boîte de pâté et en bouteille de vin, tu vois, sur donation, comme j'aime dire. Mais j'ai pratiqué. Puis tout ce qui était possible, tu vois,
une personne, un ami qui me dit « Ah ouais, j'aimerais bien arrêter de fumer ». Je faisais « Attends, une seconde ». J'allais sur mon ordi, je regardais « Arrêter de fumer grâce à la PNL ». Je regardais sur YouTube s'il y avait des trucs comme ça. Je prenais, je scriptais, je dis « Tu veux pas être mon cobaye ?» Et ça, c'est une petite clé. Alors, s'il y a certaines personnes qui sont dans l'accompagnement ou dans le coaching, tu vois, la certification, c'est un avantage. L'avantage de la certification, je trouve, c'est la formation qui t'amène à la certification. Donc, ça te donne des bases, ça te permet de comprendre, machin. L'inconvénient de la certification, c'est que ça te positionne en tant que pro alors que tu n'as pas l'expérience. Et du coup, ton syndrome de l'imposteur, cherches à avoir ta certification pour enlever ton syndrome de l'imposteur. Pour avoir discuté avec un certain nombre de jeunes coachs, en fait, ça leur augmente leur syndrome de l'imposteur parce que ça y est, ils sont coachs certifiés pro, mais comme ils ont peu d'expérience, ils ont d'autant plus de difficultés à aller se vendre et tout parce qu'ils se disent « Je suis pro, mais je suis pas certain de mes résultats. » quoi. Ouais, c'est le début du voyage en fait. Exactement. Et là, voilà, j'ai commencé en coachant tout ce que je pouvais, et puis de l'enfant qui dort pas dans le lit, autre part que dans le lit de ses parents, à voilà, la personne qui veut arrêter de fumer, aux danseurs du ballet de Biarritz, et puis petit à petit des sportifs professionnels, et puis des entrepreneurs petit à petit. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en parallèle de ça, j'avais repris mon taf en tant que fonctionnaire. Et ma structure avait fusionné avec une grosse communauté d'agglos, avec 1300 collaborateurs. Et je voyais des collègues qui se sentaient pas bien, qui étaient un peu mal, à cause de problèmes de management, de communication et de hiérarchie. Et là, c'était vers 2021, tu vois, je me suis dit, mais il y a un truc. Quand tu aides un sportif professionnel, c'est top, parce que tu t'aides une personne, éventuellement son entourage. Mais si tu aides un manager, un directeur, voire même encore mieux, un dirigeant ou une dirigeante, tu vois, en fait, tu vas aider toutes les équipes qui travaillent avec elle ou avec lui, tu vois. Et là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je veux coacher ces gens-là. Sauf que là, j'avais CV Jérémy Coinon, fonctionnaire, ingénieur agricole, qui est parti faire du yoga en Inde. Moyen pour aller coacher des dirigeants. Et comment t'as fait alors ? T'es parti hein ? Comment j'ai fait ? J'ai laissé mon ego de côté. Je me suis dit, de toute façon, t'es débutant. Et qu'est-ce qu'il faut faire quand on est débutant ? Il faut faire comme Grinder et Bandler, ils ont fait au début de la PNL. Il va falloir aller interviewer des gens sur le domaine qui t'intéresse. Et du coup, j'ai appelé 2-3 copains du lycée ou d'école qui avaient des postes de manager. Puis je les ai interviewés sur leur vision du leadership. Et à la fin de l'interview, je faisais 2 choses. La première, c'est que je disais... Merci pour tout ce que tu m'as partagé en termes de leadership, ton expérience, c'est juste extraordinaire pour moi. Donc, en échange, je t'offre une séance de coaching. Et la deuxième chose que je faisais, qui était la question à 1 million, c'est je disais, qui est-ce que tu connais personnellement, qui t'inspire en matière de leadership et que je devrais interviewer, et pourquoi il faut que j'interviewe cette personne ? Et ça, c'est la question extraordinaire, parce que tu montes là, pif, paf, pouf, numéro 2 de Decathlon Monde, DRH de Bayer, DRH Decathlon France, Sanofi, HSBC, machin et tout. Et quand tu as interviewé tous ces gens-là qui sont à des postes, entre guillemets, stratosphériques, tu vois, et que tu as pris 1h30 avec eux, et puis que tu leur as offert une séance de coaching, et qu'ils savent comment tu coaches du coup, ils appellent les RH, et ils disent « Hey, on a un petit gars, il est plutôt pas mauvais, donc si nos équipes elles ont besoin d'un coach, c'est lui qu'il faut appeler. » Je caricature un peu, mais c'est quasiment ça qui s'est passé. Ok, mais on va te mettre en condition alors. prenons un cas. Comment ça démarre une séance de coaching avec Jérémy ? Ça, c'est génial. La première chose, et ça fait écho avec ce que j'ai vécu, c'est que... Tiens, je vais te poser une question juste avant, si c'est OK pour toi. Imagine, tu as passé une journée pourrie de chez pourri. Tu rentres chez toi et tu as soit ton conjoint, ta conjointe ou un ami qui te dit « Hey, tu veux faire quoi ce soir ?» Et toi, tu as passé vraiment la journée pourrie du début à la fin. En général, tu as envie de répondre quoi ? Là, c'est pas ma journée, je préfère être tranquille. Exactement. Parce que ton état émotionnel conditionne les pensées que tu vas avoir. Et le coaching, le principe du coaching, c'est d'amener à trouver des solutions pour atteindre les objectifs, dépasser des challenges et tout. Donc, comment je commence une séance de coaching ? Les 3 premières minutes, qu'est-ce que je fais ? Je fais ce qu'on appelle la création de la relation. Donc, on va parler, et c'est un truc important parce qu'en vrai, c'est ce qu'on fait aussi, et c'est ce que j'aide les managers, les leaders, les dirigeants à faire, c'est de ne pas sous-estimer le pouvoir de ces 5 premières minutes où tu dis comment ça s'est passé ton week-end ? Ou alors, tiens, t'as fait quoi hier soir ? Ou t'as mangé quoi hier ? Tu vois ?
Et juste pour, sortir de la tension, du problème ou de l'objectif. Ça, c'est la toute première chose qui permet de créer une vraie relation d'humain à humain. Et la deuxième chose que je fais, et qui est peut-être pas commune, c'est que là où on aimerait bien plonger directement dans le vif du sujet en disant « raconte-moi comment je peux t'aider, c'est quoi ton objectif et tout », première chose que je fais, c'est « raconte-moi 3 trucs cool de ces derniers jours ou de ces dernières semaines ». Et les gens sont obligés de me trouver 3 moments très précis, 3 choses qui sont passées et qui sont cool, même si c'est compliqué pour eux dans leur vie. Pourquoi je fais ça ? Parce que ça oblige leur cerveau à se mettre dans un état d'aller se focaliser sur des choses ressources et sur de la gratitude. Et du coup, ils se mettent déjà dans un état émotionnel de gratitude. Et en fait, quand tu es dans cet état émotionnel-là, les solutions derrière, elles viennent beaucoup plus facilement. Voilà comment je commence 100% de mes séances de coaching. T'as mon secret. Et t'as des gens que t'as coachés où... comment dire ? C'est un peu dur à démarrer. Ouais. Parce que moi, tu vois, toi tu coaches les dirigeants, moi je coach les équipes agiles. Et une fois que l'équipe est autonome, je vais attaquer l'auto-management ou tout ce qui est autour de l'équipe. Mm-hmm. Et c'est là où c'est dur, parce qu'il y a des blocages, il y a des idées reçues. Est-ce que tu as déjà eu un dirigeant où vraiment c'était dur ? Ça se trouve, il s'est dit, j'ai pas besoin d'être coaché, enfin. Ouais. C'est ultra important ce que tu soulèves. J'ai une croyance qui est qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Je ne dis pas que c'est vrai, mais je dis que de par mon expérience, je crois à ça. Et parce que je me suis suffisamment cassé les dents au début de ma pratique du coaching pour m'apercevoir que ce n'était pas possible. En tout cas, que je n'y arrivais pas. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que 100% de mes clients, quand ils viennent sur une séance de coaching, même une séance test, c'est eux qui l'ont décidé. Donc, j'ai aucun client ou aucune personne que je vais accompagner qui me dira « j'ai pas besoin d'être coaché ». Donc, il y a déjà un travail qui est fait là-dessus d'eux-mêmes. Mais par contre, j'ai des clients, alors là, c'était pas... L'exemple qui me revient en tête, c'était pas un dirigeant, c'était un directeur qui aspirait à vraiment monter encore plus au sein d'un grand groupe et prendre vraiment une responsabilité internationale et tout. Et ça ne s'est pas fait. Quelqu'un d'autre a été choisi. Et on avait enclenché le coaching juste avant cette décision. Et là, on arrive sur la première séance de coaching et il me dit, de toute façon, ça ne sert à rien. Ils ont choisi quelqu'un en plus qui n'a pas les compétences techniques, machin et tout. De toute façon, je vois même pas ce qu'on va faire là, quoi. Et donc, à la base, il voulait quand même se faire coacher, mais là, il était dans ce que j'appellerais le vrai mode victime, tu vois. Il était déçu de ce qui s'était passé, et ça se comprend 100%. Et du coup, il était complètement fermé. Donc, oui, c'est arrivé. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est que tu apprends un truc en matière d'influence, et les Indiens me l'ont très, très bien fait, c'est que si tu veux aider quelqu'un à évoluer, en fait, la première chose, c'est que tu ne peux pas aller contre lui. Tu es obligé d'aller dans son sens. Il y a un bouquin qui est extraordinaire d'un gars qui s'appelle Chris Voss. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Et que ça s'appelle « Ne coupez jamais la poire en deux ». Ah, c'est le fameux livre sur la négociation. Exactement. Eh oui. Et en fait, il t'explique ça au début. Il t'explique qu'au début, il faut avoir de l'empathie tactique, tu vois. Et si tu veux pouvoir aider la personne à retourner sa façon de penser et passer en mode acteur, leader, au départ, il faut avoir de l'empathie tactique. Il faut aller lui permettre de creuser explique-moi, tiens, pourquoi ça vaut pas le coup. Explique-moi ce qui te bloque, explique-moi machin. Parce que plus tu lui laisses la place à t'expliquer sur cet instant-là, plus il est en train de te donner des clés et des arguments que tu vas pouvoir lui redonner pour qu'il prenne conscience que, vas-y, imagine, tu restes dans cet état-là, tu crois ça pendant encore 10 ans, qu'est-ce qui va se passer pour toi, mon grand ? Et là, tu passes à l'étape 2. À l'étape 2, c'est tu crées du levier. Et le levier, tous, en tant qu'humains, on fonctionne pareil. C'est ce qui nous fait bouger. Et j'imagine que... Parce que toi, tu es parti en voyage aussi. Et il s'est passé des sacrées choses pour toi. Et ce voyage a été un sacré déclencheur pour toi. Et en fait, tu as des moments où ces déclencheurs, ils sont quand même liés à des moments de douleur, tu vois. Ouais. Et en fait, le levier, tu es obligé d'une manière ou d'une autre d'activer en fait cette douleur quand il y a une résistance au changement. S'il n'y a pas de résistance au changement, il n'y a pas besoin de faire cette étape-là. Mais s'il y a une résistance, tu crées l'empathie tactique
Et après, paf, t'amènes le levier et tu fais prendre conscience à la personne, et c'est elle qui doit le verbaliser, de la douleur que va amener le non-changement. Et là, après, c'est bon. Tu sens la personne qui peut... Et du coup, je lui ai dit, mais tiens, dis-moi, tant que tu restes dans cet état d'esprit-là, il va se passer quoi pour toi? Et du coup, il était là, je sais bien, il va rien se passer. Et puis, de toute façon, je vais me désengager. Et puis, limite, se posera la question de est-ce que je me barre ou quoi de ma structure et tout. Et je dis, ouais, et tu vas te barrer, ça fera 6 mois que tu auras maugré et que tu machin et tout. Quel sera ton état, ton potentiel pour briller? Tu vas aller voir les autres en disant, je viens vous voir, je veux un super poste parce qu'on m'a pas accordé mon poste de la truc, dans l'autre boîte. Et là, il a pris conscience. Et je dis, moi, je m'en fous que tu partes dans 6 mois ou que tu partes pas. Et si tu dois partir, ce sera génial et je t'aiderai à le faire bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que pendant les 6 mois-là, tu décides quoi? De faire ta victime? Ou qu'on élève vraiment ton leadership pour qu'à la prochaine opportunité, soit externe, soit interne, tu puisses être présent et qu'il n'y ait plus rien qui aille à l'encontre de ton objectif. Et là, j'ai fait l'étape 3, je lui ai donné la vision. Et là, je l'ai fait recliquer sur la vision. Et du coup, là, il y avait beaucoup moins de résistance au changement. Il me dit, non, oui, forcément, présenté comme ça, je sais pourquoi je suis là, quoi. Et là, je lui ai dit, maintenant, on va commencer à travailler ensemble. Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour toi, dans ta vie pro, dans ton travail, où pour l'instant, c'est un peu galère et qui t'empêche d'aller là où tu veux? Et là, je l'ai fait travailler sur un cas concret. Et après séance, en fait, on utilise des cas concrets pour élever le leadership de mes clients et leur permettre d'obtenir ce qu'ils veulent, quoi. C'est bien que tu parles leadership. Pour moi, être un leader, tu vois, c'est pas que le titre ronflant, tu vois. Je suis le chef, le manager de je sais pas quoi, machin bidule. C'est aussi une posture que tu prends justement pour faire grandir les gens, en fait. Pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui crée d'autres leaders. Et est-ce que tu es tombé justement sur un manager ou un dirigeant qui avait perdu clairement la main sur son équipe, en fait? Ouais. Oui, j'en ai plusieurs. Est-ce que je partage celle que tu connais, qui était quand même assez extraordinaire? Comme tu veux. Hein. Ouais. Parce que, pourquoi je te dis ça? C'est parce que quand des dirigeants ils ont perdu la main et que du coup ils se redirigent Je vais t'en partager vers le coaching. Ouais. Je dis pas que c'est déjà trop tard, mais le mal est déjà fait, tu vois. Donc c'est super dur. Il y a du challenge, du coup. Il y a du challenge. Donc, et je vais te partager une autre histoire. Comme ça, si les gens veulent écouter la première histoire, ils iront écouter notre premier enregistrement de podcast. Un client dirigeant, celui-là, d'une jolie boîte. Je sais pas, une centaine de collaborateurs. C'est pas un grand groupe, hein, c'est une petite boîte comme ça. Et qui avait plusieurs équipes comme ça. Et à un moment, il fait une erreur de recrutement pour un manager. Ça arrive, c'est pas une science exacte, tu peux te faire avoir. Et donc, il se retrouve avec un manager aux commandes d'une de ses équipes, plutôt mauvais, du coup plutôt toxique, et qui est en train de défoncer l'équipe. Et pas de chance pour lui, il y a un des managers d'une autre équipe qui part, je sais plus pour quelle raison, mais pour une bonne raison, tu vois. Il partait pas parce qu'il en avait marre ou quoi, mais machin. Et il part. Et là, du coup, il se retrouve face à un dilemme. D'un côté, tu as un manager toxique qui est en train de défoncer une de tes équipes, et d'un autre côté, tu as une autre équipe qui a plus de management et qui a quand même besoin de ce soutien-là, quoi. Sinon, ça va être compliqué, quoi. Et là, il prend le parti à ce moment-là d'aller sur l'équipe qui a plus de manager et d'aider l'équipe à tenir le cap, à se restructurer. C'était une grosse phase de croissance au plus, donc il y avait de la pression, il y avait des enjeux et tout, jusqu'à retrouver le bon manager, quoi. Il savait pertinemment ce qui se passait de l'autre côté, tu vois. Là, l'autre équipe, au fond du seau, 6 mois plus tard, et donc lui, 6 mois plus tard, a retrouvé un manager, et du coup, il s'arrange avec le manager toxique, et il arrive à le virer, et il fait ça bien, c'est propre, machin et tout. Mais là, l'équipe, elle se sent totalement plus soutenue, du coup, des engagements énormes, plus de prise d'initiative, et puis de la rancœur, quoi. Et là, il me dit, écoute, comment je vais faire, quoi? Comment je fais? Et puis, j'ai ça, plus j'ai les investisseurs qui me
qui sont derrière mon dos, j'ai une pression de ouf, il y a de la croissance là-dessus, il y a des merdes à gérer, je peux pas être partout, comment je vais faire? Et là, je lui ai dit, ok, réfléchissons à ce qu'on va faire ensemble. Et la première chose, je lui ai dit, écoute, la première chose, si tu veux avoir de l'influence et de l'impact sur cette équipe qui, entre guillemets, t'en veut, ou au moins, en tout cas, est désengagée et puis a vraiment pris un coup dans l'aile, c'est qu'il ne faut pas essayer de cacher les choses sous le tapis. Tu vas aller les voir et la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas prendre 100% de ta responsabilité de leader et tu vas dire que tu as fait de la merde. Et tu vas aller les voir et tu vas dire, écoutez, je sais là où vous en êtes, je sais comment vous vous sentez, je sais ce qui s'est passé pour vous sur ces 6 derniers mois et je ne cherche pas à m'excuser, je cherche juste à dire, je suis désolé parce que c'était ma responsabilité, j'ai fait de la merde. Étape numéro 1. Et alors, il a accepté? Ouais, il a accepté parce que on avait déjà travaillé ensemble sur certains sujets. Il savait que ce qu'on faisait ensemble portait des résultats. J'ai une autre cliente qui m'a dit ça un jour. Elle m'a dit, avec toi, le plus difficile dans le coaching, c'est les 2 premières séances. Parce qu'on fait des trucs, ça fait flipper. Mais après, une fois qu'on voit que ça marche, bah, tu nous fais faire des trucs challenging, ambitieux et tout. Mais comme on sait que ça marche, il n'y a pas de problème. Et du coup, là, il a trouvé le courage parce qu'on avait déjà créé cette relation où on avait, et il avait produit des résultats. Il a dit, OK, j'y vais, je le fais. Et donc, étape 1, bam, réunion, tac, désolé les gars, j'ai fait de la merde. La première chose quand tu fais ça, c'est que tu suscites et tu génères un sentiment d'empathie de la part de ton équipe. Même s'ils sont dans le dur, même si machin et tout, en fait, forcément, quand tu es être humain et que tu n'es pas un psychopathe, tu te dis, bah, on est un peu désolé pour lui qu'il ait fait de la merde. Et donc, inconsciemment, on va essayer soit de soutenir, soit de minimiser, de dire, bah non, mais c'est pas grave, machin et tout. Donc ça, c'est la première étape. Attends, mais je vais te faire l'avocat du diable, tu vois. Vas-y. Là, je suis dans une équipe qui a la tête sous l'eau, tu vois. Ouais. Ok, il y a eu changement, turnover. Là, il y a un nouveau gars qui arrive. Enfin, un nouveau gars qui arrive. Il arrive, il admet ses fautes devant tout le monde. Moi, je le crois pas. Hein, s'il fait ça devant tout le groupe. Comment il a fait, justement? Parce que je pense qu'il y en a où le discours est passé. Il y en a d'autres... peut-être que les tensions sont plus dures. Comment tu arrives à convaincre, justement, ces personnes sceptiques? C'est une super question. Parce que et tu as tout à fait raison. T'as pas 100% de l'équipe qui va te croire. Mais ton objectif à ce moment-là, c'est pas de regagner sur une réunion la confiance de ton équipe. Ton objectif à ce moment-là, c'est d'enclencher un processus où tu vas petit à petit regagner la confiance de ton équipe. Et c'est 2 choses différentes. Tu vois, si tu t'attends en disant ça, en disant les problèmes sont réglés, forcément, ça marchera pas. Si tu t'attends à te dire, bah, ça c'est l'étape numéro 1. Et l'objectif, c'est même pas que les gens me croient. L'objectif, c'est juste d'être sincère. Parce que toi, tu vas pas y croire, mais inconsciemment, si le gars est vraiment sincère, ton inconscient, il va commencer à raisonner. Tu vois? Ta logique va pas y croire. Et tant mieux. Parce que tu attends des preuves. Et comme un client m'a dit très récemment, j'ai trouvé ça admirable. Il m'a dit, la confiance se construit en gouttes et elle se perd en litres. Pas mal, je la note. Et du coup, cette base, elle est juste pour te donner l'autorisation de passer sur la phase suivante, qui est de dire, OK, maintenant, certes, j'ai fait de la merde, mais maintenant, ce que je veux, et ce que je veux, c'est que vous, équipe, et que nous, ensemble, on puisse avancer. Et pour ça, et là, il prend une posture qui est souvent contre-intuitive chez beaucoup de dirigeants. Et je lui ai dit, et tu vas te mettre en position, entre guillemets, d'humilité ou de vulnérabilité, mais stratégique. Tu dis, et pour ça, j'ai besoin de vous. Et ça, c'est quelque chose que les dirigeants, en tout cas que pas tous les dirigeants ont en tête. Ils se disent, bah, c'est moi qui suis aux commandes, c'est moi qui suis aux manettes, c'est moi qui dois poser la vision, c'est moi qui dois solutionner les merdes. Les gens viennent dans mon bureau parce qu'ils ont des problèmes et je dois leur trouver des solutions. Tu vois, t'es souvent en position, si tu fais pas gaffe, de sauveur, tu vois. Et là, en fait, je lui ai dit, bah, tu sais quoi, on va faire l'inverse. Tu vas te mettre en position de celui qui a besoin d'aide. Mais qu'est-ce que ça fait? Inconsciemment, ça active chez certaines personnes le fait de dire, ah bah tiens, il demande de l'aide, ça veut dire que je vais avoir de la responsabilité ou je vais pouvoir l'aider et que du coup aussi, j'ai du pouvoir d'initiative, je vais avoir de quoi faire, tu vois. Et là, une fois que tu es ça, il faut juste pas dire que tu as besoin d'aide. Il faut l'incarner et mettre les conditions de la création de l'aide, tu vois. Et c'est là que tu passes sur
Et tu fais un meeting comme ça et tu dis, voilà, tiens, maintenant, de quoi vous auriez besoin, de quoi on a besoin de manière très pragmatique, c'est quoi notre prochaine milestone ou quoi, de manière très pragmatique, c'était la merde jusqu'à maintenant, de quoi vous avez besoin pour que ça tourne et comment, moi j'ai besoin de votre aide pour que ça tourne, mais comment moi je peux vous aider et de faire en sorte pour que ça tourne. Et là, ce qui fait que toi, tu vas commencer à accorder du crédit à ce manager ou ce dirigeant ou là, c'est qu'il va être vraiment dans une posture d'écoute. Et il va considérer ton expertise et ce que tu dis et tes idées. Ouais, en fait, moi, je ne peux pas changer les gens, en fait. Pour moi, on ne peut pas changer les gens en étant dirigiste, en leur disant, faut faire ci, cela. Il n'y a pas de recette, hein. Sinon, moi, j'ai tout le livre de Pierre Hermé pour faire les super gâteaux. Sinon, je serais un super cuisinier, tu vois. Mais moi, les recettes toutes faites, voilà. Peut-être que j'ai pas de talent, c'est ok, tu vois. Voilà. Et dans le monde d'entreprise, qui est un peu, voilà, chaque entreprise a une culture différente. Ouais. Tu peux pas changer du jour au lendemain, mais tu peux montrer l'exemple, en fait. Exactement. C'est en montrant l'exemple et en incarnant ce que tu dis, parce que c'est pas non plus... on connaît les boîtes, hein. On est les plus beaux, on est vertueux, et dans les faits, tu vois, ça se vérifie pas, tu vois. Non, il faut incarner tes valeurs, il faut incarner ce que tu fais et ce que tu dis, tu vois. Et justement, ouais, je te challengeais sur la question pour convaincre les sceptiques. C'est déjà, il faut du temps, ouais. Mais aussi, il faut incarner ce que tu dis et ce que tu racontes. Et il faut que tu montres l'exemple toi-même. Exactement. Et c'est comme ça que tu vois que tu peux récupérer l'adhésion d'un groupe. Mais c'est super compliqué parce que ouais, t'as plein. Ouais, allez, je vais donner un coup de pied. Après, je me ferai défoncer en commentaire. Je m'en fous. Hein. Mais en France, tu vois, dans les entreprises, t'as pas tout le temps la sécurité psychologique. Exactement. Et t'es un peu élevé, un peu comme dans les films ou dans les romans, tu vois. T'as la carapace, en fait. Quand t'es leader, non, c'est toi qui dois montrer que t'es fort. C'est toi qui as l'armure, tu vois. C'est pas intuitif de dire j'ai merdé ou j'ai besoin d'aide, tu vois. Ouais. Alors que pour moi, les choses les plus simples pour accompagner les gens et pour les aider, justement, c'est de dire simplement merci ou aidez-moi, tu vois. Ouais. Et ça, je trouve que ça se perd, tu vois, parce que on va pas se leurrer, t'as des dirigeants, des managers, t'as de la politique, tu vois. T'en as, clairement, ils veulent monter en gamme, tu vois, ils veulent lancer des projets juste pour les lancer, tu vois. Bien sûr. Donc il y a tout ça à accompagner. Mais ouais, il faut incarner, parce que sinon... Ouais. C'est rigolo, parce que je peux te partager une anecdote là-dessus. Vas-y. J'ai la chance et l'honneur de travailler avec quelques très belles maisons de luxe qui font partie du patrimoine et de l'héritage français. Et du coup, un jour, je suis appelé par une DRH qui me dit tiens, est-ce que tu peux venir coacher notre comité de direction ? Du coup, je leur fais attends, je vais regarder si je suis dispo. Bon, blague à part, j'arrive et j'avais une petite demi-journée. On avait 2h30 pour coacher un codir. Et ce terme de sécurité psychologique, ça me parle. C'est pour ça que je rebondis, parce que j'avais construit en fait mon accompagnement, mon coaching autour de la trame. Qu'est-ce que c'est être leader aujourd'hui en 2024 ? Et la première chose que je balançais, c'est pour les auditeurs qui ne connaissent pas, je vous invite à regarder Projet Aristote de Google, qui t'explique les caractéristiques d'une équipe qui fonctionne bien. Et la première caractéristique, on spoil un peu. Vas-y. La première caractéristique, de loin, devant toutes les autres d'une équipe qui cartonne, c'est la sécurité psychologique. C'est la sensation de se sentir en confiance, de pouvoir dire les choses, ce qui va pas, là où on est d'accord, là où on n'est pas d'accord, et de pouvoir demander de l'aide. Et j'aborde ce sujet avec le comité de direction. Et je leur dis, je ne vais même pas vous demander à combien vous êtes en sécurité psychologique, parce que vous pourriez me bullshiter. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer de la sécurité psychologique tout de suite maintenant. Je leur dis, vous êtes là en tant que codir. Et chacun, vous allez prendre 1 minute, là, vous allez réfléchir à un truc sur lequel l'ensemble des autres membres du codir pourraient vous aider. Et vous allez demander de l'aide, vous allez utiliser, et vous allez commencer l'exercice. Chacun à votre tour, vous allez dire, j'ai besoin de votre aide pour... Et qui veut commencer ? Donc, il y a une personne qui commence et puis qui lance la balle à l'autre, et on fait comme ça. Donc, extraordinaire, tu vois, chacun joue le jeu. Et forcément, ça finit... Et c'est là que tu vois les dynamiques. La balle, à ton avis, finit sur... C'est qui prend la dernière balle, à ton avis ?
le grand DG finalement. Tu vois, comme quoi la hiérarchie instinctivement est respectée. Et là, je me rappellerai toujours, il dit « Mais j'ai besoin de votre aide pour plus avoir la sensation d'avoir à porter sur les épaules la prise de toutes les décisions. » Et là, j'ai vu tous les membres du CODIR avec des regards comme ça qui me disent « Quoi ? Mais on croyait que c'était ce que t'attendais depuis tout le temps, quoi. » Et là, je me suis dit « Quel moment extraordinaire !» On a créé les conditions de la sécurité psychologique parce que chacun a joué le jeu et chacun a pu se montrer vulnérable, mais pas vulnérable faible, vulnérable dans le sens stratégique de comment on crée un collectif en sachant pertinemment qu'on a besoin les uns des autres, tu vois. Et là, ça a changé les dynamiques de suite, tu vois, parce que il a eu le courage de se positionner comme ça et c'était génial. Et ça a pu permettre derrière de travailler en coaching de groupe ensemble sur quelles sont les postures, quels sont les modes de communication de chacun qui amènent aussi cette... parce que je lui ai dit à un moment au DG, je lui ai dit, si tu as l'impression de devoir prendre toutes les décisions, c'est parce que ta façon de communiquer avec ton CODIR fait que tu laisses l'impression que c'est toi qui dois prendre toutes les décisions. Donc ça allait dans les deux sens, mais voilà, c'était une petite anecdote pour illustrer ce travail important de création de sécurité psychologique pour créer un changement derrière. Ouais, c'est la base. Tu vois, moi, quand j'ai démarré dans le monde du travail, j'étais toujours en mode ouais, de toute façon, si je suis bien payé, voilà, il n'y a pas de souci, tu vois. Non, à un moment donné, tu vois, le salaire, il tombe tous les mois. En haut, t'oublies, tu vois. Ouais. Et non, les gens, ils ont besoin d'être investis, en fait. Ils ont besoin d'être investis, ils ont besoin de savoir pourquoi on fait les choses, tu vois. Parce que si oui, on fait cette tâche, on fait ce projet, on fait ce produit juste parce qu'on est payé, tu vois. Sur le long terme, ça ne marchera pas. Exactement. Parce que déjà, tu auras toujours une boîte qui te payera plus. Ouais. et puis, non, à la longue, chaque être humain, moi, c'est mon côté naïf, le voyage et tout. Tout le monde a besoin d'être créatif. Tout le monde a besoin d'être créatif et tout le monde a besoin d'être, apporteur de la pierre pour remonter un édifice, tu vois. Ouais. Et si tu montes pas la vision et que tu demandes pas de l'aide aux gens, tu peux pas garder les gens. Ouais. Et c'est marrant parce que ça me fait penser à une anecdote d'un client, pareil, qui vient de poste, un très très gros poste de direction dans un grand groupe. Et pour illustrer au fait ce que tu dis, ça se fait pas du jour au lendemain, ça prend du temps de sentir que... Et donc, il fait tout le processus de recrutement, il est recruté et tout, et il dit, je suis content parce que vraiment dans le processus de recrutement, les gars incarnaient les valeurs, tu vois. Et ce gars-là donc, avait besoin de ces valeurs vraiment humaines, de performance, mais tournées vers l'humain et en comprenant les logiques et les dynamiques qui font qu'un collectif devient performant. C'est pas performance parce qu'on a des KPI et qu'on a rempli les tableaux, quoi. Et il fait sa semaine d'intégration. Et à la fin de la semaine d'intégration, le CEO de la multinationale, c'est des boîtes qui font des milliards, quoi, le prend dans son bureau. Pendant 2 heures, il discute et il lui pose une question. Il dit « Qu'est-ce que tu as retenu de cette semaine ?» Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que mon client, pourtant, il était sensible aux valeurs, il avait vu la semaine comment ça s'était passé et tout. Et là, il dit j'ai vu les objectifs pour 2024, c'est important, et puis les objectifs de croissance et tout. » Et là, le CEO, il le regarde, il fait « C'est tout ce que tu as retenu ?» Et là, mon client, il savait plus où se foutre, tu vois. Et là, le CEO, il lui dit « Mais moi, ce que je voulais que tu retiennes, c'est que là, t'es en train de prendre ton poste, il y a une semaine d'intégration, et t'as vu comment ça se passe la semaine d'intégration. On est tous là les uns pour les autres, et qu'on va te donner du temps pour que tu puisses être compétent et performant, et que surtout, si t'as besoin d'aide, on est là pour t'aider. Parce que la valeur numéro 1 de notre boîte, c'est l'entraide. C'est ça que je voulais que tu retiennes. » Et là, mais j'ai trouvé ça extraordinaire. Déjà parce que du coup, ce CEO, je dis, j'ai envie de l'interviewer. C'est un leader de ouf. Et ça ne m'étonne pas que sa boîte, elle cartonne. Et de 2 aussi pour montrer combien, même si tu as des bonnes valeurs, même si machin et tout, tu es conditionné pour d'abord pas avoir cette sécurité psychologique et à répondre à un truc que tu penses qu'il espérerait répondre, le truc bateau de croissance, chiffre, machin et tout. Là où
Le gars, il attendait juste que tu dises « Putain, je me suis senti épaulé, machin et tout. Je sens que je vais pouvoir compter sur mes pairs, sur toi et sur tout le monde. » quoi. Et je dis, tu te rends compte, le gars, t'imagines son tarif horaire du CEO, là, ce que ça représente. Il a pris 2 heures avec toi pour que tu retiennes 7 leçons. Donc, tu as intérêt à l'incarner. Et du coup, après, on a travaillé dans le coaching sur comment l'incarner et comment incarner et pas être juste celui qui donne de l'aide, mais comment être celui aussi qui demande de l'aide, quoi. Et c'était intéressant. Ouais, non, mais c'est... Les gens, ils ont envie d'aider les autres, tu vois. Enfin, ils ont envie d'avoir du sens et d'aider les autres, tu vois. Et ouais, après, ça dépend de la culture d'entreprise, ça se perd, tu vois. Moi allez, partons un peu sur un peu ce que je vois sur LinkedIn. Et tous les posts sur les managers toxiques et tout. Est-ce que, justement, voilà. Est-ce que tu as déjà coaché un dirigeant, un manager qui tu sentais qui avait du mal et qui était un peu toxique? Moi, je vais le dire direct, j'aime pas la notion de toxique parce qu'il y a aussi, ça peut être aussi l'équipe qui a des comportements toxiques, ça peut aussi être la boîte qui fait que tous les gens sont toxiques. Il n'y a pas que le manager toxique, tu vois. Exactement. Mais recentrons un peu l'idée. Est-ce que tu es déjà tombé sur un manager où clairement l'environnement Et c'est important. Et pour répondre à cette question, et oui, et je vais te donner l'anecdote, mais juste, tu as fait une distinction qui est essentielle. Tu as dit, j'aime pas les managers toxiques, et puis il y a des équipes, il y a des gens. Et après, tu as dit, mais en fait, il y a des gens qui ont des comportements toxiques. Et je te rejoins à 100%. En fait, c'est pas les gens qui sont toxiques, c'est les comportements qui sont toxiques. Et ça fait toute la différence, parce qu'une personne, tu peux pas la changer. Christophe, c'est Christophe. Jérémy, c'est Jérémy. Bidule, c'est bidule, tu vois. Mais par contre, nos comportements, on peut les faire évoluer, quoi. Et là où je suis clairement convaincu qu'il n'y a pas de personne toxique en soi, ou alors on est dans des cas de la psychiatrie, mais dans ce cas-là, c'est pas notre sujet, quoi. Mais par contre, je suis convaincu qu'il y a des comportements toxiques, et salement toxiques. Et notamment, une cliente, et celle-ci, je t'en avais parlé, tu sais, qui était directrice, elle est douée dans ce qu'elle fait. Tac, on l'a fait monter d'un grade. Elle se retrouve à manager une équipe de 40 personnes, mais elle a encore ce que j'appelle le syndrome du spécialiste ou de l'exécutant. C'est-à-dire qu'elle était très douée pour faire, elle générait des résultats, du chiffre, machin. Puis elle est montée grâce à ça. Mais on lui a pas dit que son boulot, c'était plus de faire des résultats ou des chiffres, c'était d'accompagner des gens qui allaient faire du résultat et des chiffres. Puis elle est remontée, et puis là, elle se retrouve avec 40 personnes. Et là, du coup, en fait, elle était encore focus sur résultats, chiffres, machin. Dans mon bureau, je mets la pression aux autres et je comprends pas pourquoi les autres font pas comme moi. Tu vois, parce que souvent, dans le syndrome de l'expert, il y a ce biais du « mais pourquoi les autres font pas comme moi ?» quoi. Et qui est partie en congé maternité. Et quand elle est rentrée de ce congé maternité, une partie de son équipe qui dit on veut plus travailler avec elle, si elle revient, on démissionne. Et clairement, et cette personne aujourd'hui, je l'adore, tu vois, et en plus, elle fait un super boulot dans son équipe aujourd'hui, mais elle avait un comportement toxique pourri, quoi, tu vois. Et mon premier coaching, enfin pas mon premier, parce que je l'avais déjà coaché avant, mais mon premier coaching, ça a été lui faire juste réaliser que oui, et c'était horrible pour elle parce que les circonstances, la façon dont c'était fait et tout, c'était horrible, surtout sur un retour de congé maternité, mais qu'il n'y a pas de fumée sans feu, quoi. Et c'est très, très dur pour l'ego de se rendre compte de ça, mais tu es obligé de te rendre compte de ça pour pouvoir changer ton comportement. Ouais. Et son équipe, comment ils ont vu, comment ils se sont comportés vis-à-vis du changement? Et bien pareil, et c'est assez intéressant parce que grosso modo, on a fait un peu la même stratégie que j'ai expliquée avec l'autre client. Il faut d'abord reconnaître les faits, dire qu'on est désolé et dire qu'on veut changer et agir en conséquence. C'est pas juste dire qu'on veut changer. Et au début, il y avait des Christophe. Il y en avait plein dans l'équipe, tu vois, qui disaient ouais, t'es mignonne, on te voit venir, tu vois. Sauf que ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'elle avait engagé un vrai travail du coup qu'on faisait ensemble, où elle allait faire des trucs totalement différents, se réagir, ne serait-ce que... Et c'était marrant parce qu'en fin de coaching, une fois que tout s'était bien remis en fin d'accompagnement, elle me dit, tu sais, notre coaching m'a fait réaliser une chose, c'est que plus on monte dans les niveaux, plus il faut passer du temps avec les gens.
Et en fait, elle n'avait pas compris. Pour elle, c'était il faut performer, il faut regarder les problèmes techniques, les machins, les trucs et tout. Et en fait, on en parlait juste avant là, l'enregistrement. C'est le pouvoir d'une réunion one-one, tu vois. Et ça, elle a pris conscience. Et petit à petit, elle a reconstruit de la confiance avec l'équipe, elle a reconstruit du collectif, elle a reconstruit tout ça, de la communication et du coup du partage d'une vision commune sur 6 mois, quoi. Et après, elle recevait des emails, bravo pour les changements que tu as faits et pour la façon dont tu conduis l'équipe, quoi. Ouais, ça me rappelle une petite anecdote. J'avais un manager, tu vois. Clairement, il est apprécié par son équipe. Ok. Il est apprécié par son équipe. Il y a très peu de turnover. Les gens, ils savent que voilà, il est en plein dans la politique, tu vois, mais il arrive à jongler, il arrive à protéger son équipe. Et ça, clairement, c'est cool. Par contre, comme dans toute entreprise, il y a des moments où c'est un peu où ça va pas. Mm-hmm. Il me disait en fait, je sens que ça va pas, mais personne m'en parle en fait. Personne m'en parle et ouais, il sait qu'il est apprécié, mais par contre là clairement il voit que ça pue. Ouais. Mais à chaque fois qu'il croisait à la cafette ou qu'il croisait les gens de son équipe, non mais il y a pas de souci, t'inquiète pas. Ouais. C'est un peu la merde, mais ça va aller, tu vois, ça va aller. Mais il n'arrivait pas justement à... Déjà, il se remettait en cause, il me dit pourquoi il me cache la vérité, tu vois. Ouais. Enfin, je les impressionne ou ils ne croient pas en moi, ou... alors que c'était pas ça, tu vois. Ouais. Et le fait de discuter, que je l'accompagne, tu vois. La première chose que j'ai fait déjà, c'est regarder son agenda, tu vois. Je ne vais pas tomber dans le débat télétravail, présence sur site et tout, peut-être qu'on en parlera après. Partons déjà du principe de l'agenda, où déjà, je regardais son agenda, il était rempli, en fait. C'était pire que Tetris. T'avais les couleurs rouges, vert, bleu, jaune, tu vois. Et je me dis, mais ils sont où les créneaux que tu passes avec ton équipe? Parce que là, tu passes en fait plus de temps avec les gens externes, en fait. Déjà, en tant que coach, tu le sais mieux que moi, tu peux pas tout le temps protéger les gens, tu vois. À un moment donné, les gens, il faut qu'ils se cassent la gueule ou qu'ils se confrontent à un problème. Parce que s'il n'y a pas de problème, ils ne le voient pas. Y a besoin tu peux pas proposer une solution vu qu'ils ne voient pas le problème, tu vois. Ouais. Donc déjà, tu passes pas assez de temps avec les gens. Et en plus, t'es toujours à protéger ou à être dans d'autres réunions où t'es peut-être pas obligé d'y aller, tu vois. Ah. Donc, ouais, en fait, c'était... Et après, il a commencé à me sortir. Ouais, mais tu vois, il y a des gens, je les vois jamais. Il est tout le temps en télétravail et tout. Et du coup, je peux pas savoir. Ouais, mais... tu vois, ces gens-là, tu vois... tu sais, tu fais un call ou un meet. Et je suis sûr que si tu fais une soirée d'équipe où tu leur dis de venir, ou ouais, t'offres la bière ou le resto, tu vois, pour mon équipe, les gens, ils viennent, tu vois. Enfin, pour moi, c'est pas une excuse, tu vois, le télétravail, tu vois. Parce que si les gens, ils voient pourquoi il y a besoin de venir et pourquoi il y a de la valeur, tu vois, ils vont venir. Oui. Si tu leur dis de venir juste parce que tu les vois pas, voilà, tu perds la confiance, tu vois. Enfin, parce que t'as des gens de ton équipe, tu vois, t'avais une personne, t'es jeune maman, tu vois. Ouais. Le télétravail, c'est normal que ça lui rend service, tu vois. Enfin, donc il y a ça. Donc en fait, ouais, le sujet déjà, c'est déjà passer plus de temps avec les gens, tu vois. Exactement. Si tu passes plus de temps avec les gens, oui, les premières fois, ils vont pas te dire. Ouais. Ils vont pas te dire la vérité, tu vois. Mais si tu crées justement des petits points de synchro, juste 5 minutes, informel, comment tu vas? Pour moi, c'est la question la plus puissante. Ouais. Comment tu vas? Ouais. Et c'est pas le comment tu vas... et sinon, tu t'en es où de ce projet-là, tu vois? C'est vraiment comment tu vas et j'écoute, tu vois. Ouais. Les premières fois, les gens, ils vont dire, ouais, non, tout va bien. Et à un moment donné, quand la relation, elle se crée, la confiance, tu vois, à un moment, ils vont te dire la vérité. Ouais. Parce qu'ils ont envie que t'avances, tu vois. Ouais. Mais ouais, passer du temps avec les gens, c'est super important, tu vois. Et à l'heure où, t'as l'impression de travailler parce que ton agenda, il est blindé, ça c'est terminé, ça. Enfin, ouais. Et ça, tu vois, c'est dans la culture d'entreprise, tu vois, et c'est dur à changer ça, tu vois. C'est clair que c'est dur. Et ça demande
Parce que si tu regardes, on est tous drivés en tant qu'être humain par, on va dire, des besoins fondamentaux. Alors, tu sais, tu as la pyramide de Maslow, là, dormir, manger, machin et tout. Puis, tu as Anthony Robbins, pour ceux qui connaissent, qui est un grand coach américain, qui a coaché tous les présidents américains vivants, puis Serena Williams et machin et tout, qui a développé un autre modèle, et je pense qu'il l'a repris, machin et tout, peu importe, et qui t'explique qu'on a des grands besoins fondamentaux, et que sont... on a besoin de se sentir en sécurité d'une manière ou d'une autre et d'avoir de la certitude. On a besoin en même temps, parce que l'univers fait des choses rigolotes, d'avoir de la nouveauté, de la diversité, de découvrir des choses. Et il y a plein de façons de le faire, tu vois. Tu peux le faire de manière positive, tu pars en voyage ou tu vas à une soirée ou machin. Tu peux avoir de la diversité, tu te mets une seringue d'héros dans l'avant-bras et tu vas avoir de la diversité, tu vois. Donc il y a des façons positives, des façons neutres et des façons destructrices de le faire. Et il y a un troisième besoin qui est vraiment important. On a tous besoin de sentir de reconnaissance et de sentir qu'on est important, qu'on existe, machin et tout. Et il y a un truc contre-intuitif, et je sais que je vais pas me faire, en tout cas, pas que des amis en partageant ça, mais en fait, remplir son agenda de réunions et aller à des réunions voilà, diverses et variées. La réunion, en France, c'est le symbole de c'est important, en fait, tu vois. Et en fait, inconsciemment, tant qu'on n'a pas mis le doigt dessus, on fait de la réunion pour la réunion, mais c'est en fait, en vrai, on fait de la réunion parce qu'inconsciemment, ça nous permet de remplir notre besoin d'importance. Et je me rappelle quand j'étais salarié, quand j'étais fonctionnaire, je me souviens, ma manager, qui est chouette, une bonne personne, hein, mais qui était tombée dans ce piège, tu vois, et qui était là, ah non, mais je suis surchargé, j'ai 8 réunions aujourd'hui, et puis demain, j'en ai encore 7 et tout. Et t'es là, mais oui, mais rien que le fait de dire que tu es surchargé, ça permet à ton inconscient de se dire « Ouh là là, si tu es surchargé, ça veut dire que tu es quelqu'un de vraiment important. » Et en fait, qu'est-ce que je fais, moi, quand j'accompagne notamment des dirigeants? Et quelque part, on doit être pas loin dans nos stratégies tous les deux, tu vois. C'est dire, le besoin d'importance, on l'a tous. Il n'est pas bon ou il n'est pas mauvais, et il faut qu'on le remplisse, tu vois. La question, c'est, est-ce que la façon d'aujourd'hui de le remplir, c'est-à-dire en te remplissant ton agenda de réunion, c'est ressources, ou est-ce que c'est limitant pour toi et pour les autres? Mais d'abord pour toi, hein. Soyons des égoïstes stratégiques, tu vois. Et de se dire, quand je suis débordé, quand je vois que ça commence à être la merde, machin et tout, je me sens peut-être pas au mieux, tu vois. Et du coup, la question, c'est de se dire comment on va trouver une nouvelle stratégie, un nouveau comportement qui va remplir ton besoin d'importance, mais qui va le remplir d'une manière utile, stratégique et ressource pour toi. Et tu vois, tu prenais un exemple tout bête qui était l'exemple de juste prendre des points en one-one comme ça et tout. Qu'est-ce que tu fais? Comment on se sent finalement tous? T'aides à une grand-mère à traverser la rue. Tu te sens comment après? Voilà. On se sent tous bien parce qu'on a rendu service, parce qu'on sent que notre journée elle est gagnée, tu vois. Et en fait, quand tu décides de poser du temps, et c'est une décision, on n'a tous que 24 heures par jour, tu vois, mais te poser du temps pour vraiment créer un espace d'écoute et de compréhension des gens, les gens, ils te remercient, tu vois. Il y a un bouquin, tu sais, qui s'appelle « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie. Il y a un chapitre qui est extraordinaire. Il dit « Comment être quasi le plus intéressant d'une salle quasi instantanément ». Et vous pouvez lire le bouquin, mais à la fin du bouquin, et je vous recommande de lire le bouquin, mais à la fin de ce chapitre, la réponse, c'est « Intéressez-vous aux gens sincèrement ». Point. T'as pas besoin de raconter ta vie, de montrer que t'es le meilleur. Non, t'as juste besoin d'être là, présent pour une personne, et la personne, elle te dira merci. Et comme tu lui auras fait parler d'elle, elle te dira oh, cette personne est super importante. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu remplis ton besoin d'importance et de reconnaissance, mais tu le remplis de manière totalement vertueuse, parce que tu permets à l'autre de se sentir important, parce que tu lui as laissé de l'espace, du temps, de l'écoute et tout. Donc l'autre t'en est reconnaissant, tu vois. Et là, vous êtes en train de créer une équipe. Et là, vous avez envie de surmonter les problèmes, de crusher les challenges et d'avancer ensemble pour une vision qui cartonne. Mais parce que tu auras décidé de perdre du temps à discuter avec cette personne, quoi. Mais ouais, parce qu'en fait, là, on parlait d'aider, mais des fois, t'as pas besoin de tout le temps mettre dans l'action, tu vois. T'as des gens... Ils ont juste besoin d'écoute, en fait. Exactement. Des fois c'est un problème qui les surpasse, et même toi, en tant qu'interlocuteur, tu n'as pas les solutions, tu vois. Juste le fait de créer les conditions, justement, pour qu'elle en parle et qu'elle écoute, déjà la personne elle se sent mieux, déjà.
Exactement. La personne, elle se sent mieux et c'est OK, tu vois, de pas trouver de solution. Comme on disait tout à l'heure, c'est OK d'être vulnérable et c'est aussi OK, bah là, aujourd'hui, tu vois, à l'instant T, tu vois, il n'y a pas de solution. Par contre, je reste pas tout seul dans mon coin à moisir. Bah, tu le sais, tu me sais mieux que moi, tu vois, avec ton voyage, avec les gens qui t'ont arnaqué, tu vois. Tu as vu comment ça pèse, tu vois, de rester dans ton coin. Tu rumines, tu as des idées horribles, tu vois. Enfin, tu te fais du mal, tu vois, et c'est encore plus dur, tu vois. Et le fait, tu vois, juste d'en parler, d'avoir quelqu'un qui est à l'écoute, pas besoin d'avoir Superman pour me sauver et tout, non, j'ai juste besoin de quelqu'un qui m'écoute. Ça peut aller mieux, tu vois. Et le fait justement de toujours être à l'écoute et de créer des espaces d'écoute, tu vois, c'est sûr que, voilà, ça se passera mieux. Hein. Et c'est assez intéressant parce que, tu vois, on dit souvent, bah oui, OK, écouter. En fait, c'est simple à comprendre ce que c'est écouter. Mais par contre, c'est pas simple à bien faire, tu vois. Et c'est différent d'entendre. Et c'est vrai que, tu vois, quand j'accompagne... tu sais, parfois, pareil, c'est pas les prospects ou les clients qui me demandent ça, mais c'est des gens qui sont extérieurs et qui me disent, mais comment tu peux coacher des gens qui sont des dirigeants de start-up, qui ont levé des fonds de multinationales, de trucs, alors que tu l'as pas fait? Je dis, bah, mon job, c'est pas de leur dire quoi faire de leur métier, ils savent le faire. Par contre, moi, j'ai passé sacrément plus de temps sur un sujet, c'est la communication. Et là, je sais que vu le nombre d'heures et de semaines et de jours que j'ai passé à poncer le sujet, à expérimenter et tout, là, je sais que je peux apporter quelque chose. Et ce dont ont besoin mes clients, et qu'ils soient dirigeants, directeurs, managers, et parfois j'ai des architectes, j'ai des gens de la santé, tu vois, c'est plus rare, mais ça peut arriver. En fait, ils ont besoin d'apprendre et s'entraîner à être bons dans la communication. Et on pense souvent, par exemple, qui dit communication dit être impactant parler en public ou sur les réseaux sociaux. Et ça, je le fais avec eux aussi, mais je le fais à la fin. Parce que la première étape, c'est ce que tu viens de dire, c'est bien communiquer, c'est d'abord apprendre à bien écouter. Et ça, je les entraîne, je les aide. Et rien que cette étape-là, qui est en plus pourtant juste la première, mais elle a un effet extraordinaire, quoi, sur les relations et du coup sur les résultats qu'il y a avec les gens, les équipes. Tiens, mais là, tu me tends la perche, là. Tu me tends la perche. Allons dans la communication. Pourquoi tu postes sur LinkedIn ? Alors, je vais te dire le secret que j'ai jamais dit à personne. La vraie raison pour laquelle je poste sur LinkedIn, c'est pas pour vendre une formation sur comment gagner des sous grâce à LinkedIn. C'est même pas non plus pour trouver des clients grâce à LinkedIn. Pour être totalement honnête avec toi, vu ce que j'ai vécu, l'histoire que j'ai vécue et la transformation que ça m'a apporté, plein de personnes m'ont fait le retour et le feedback, me dire « tu devrais écrire un livre ». Sauf que je sais que c'est du travail et je me dis « j'ai pas envie d'écrire un livre juste pour ma maman et mon meilleur pote », même si j'adore ma maman et mon meilleur pote, tu vois. Je me suis dit « tiens, il me faut quelque chose, un levier qui me stimulera à écrire un bouquin ». Et du coup, fin 2021, je me suis dit « tiens, et si tu testais le jeu de LinkedIn pour voir si tu es capable de créer une audience ?» Parce que si tu as une audience engagée et qui apprécie ce que tu écris, si tu as 10 000 personnes ou 20 000 ou 30 000, bah, tu auras peut-être 500 personnes ou 200 qui auront envie de lire ton livre, quoi. Donc, je suis parti sur LinkedIn avec cet état d'esprit. C'était pas du tout pour trouver des clients, c'était pour me dire, tiens, quand j'arrive à à une audience de 20 000 personnes, je me lance, j'écris mon livre. Donc là, j'ai la pression parce que je suis à 19 100 et quelques à l'heure où on enregistre ce podcast. Et juste le truc, c'est que je me suis dit, moi, quand je me lance dans un jeu, j'aime gagner, pas contre les autres, mais j'aime gagner pour moi. Et donc, je me suis dit, on va faire en sorte de comprendre le jeu et les règles du jeu pour, entre guillemets, gagner et atteindre le plus rapidement mon objectif. Ouais, je te le souhaite, hein, de toute façon... Maintenant, t'es engagé, là. Non, j'ai plus le choix. T'as plus le choix, tu vois. Mais par contre, je rebondis sur un truc, là, quand tu me dis j'ai pas besoin de LinkedIn pour trouver des clients. Je suis quand même sceptique, hein, parce que LinkedIn, c'est quand même un bon levier, justement, pour attirer les bonnes personnes, tu vois. C'est assez intéressant et je vais clairement pas cracher dessus. J'ai eu, là, depuis que je me suis, on va dire, depuis 6 mois, 8 mois, j'ai quelques très beaux clients qui sont arrivés par LinkedIn. Mais je ne fais aucune stratégie de prospection, de recherche, de machin. Pourquoi ? Parce que
Ce qui est assez intéressant quand tu es coach, et ce qui est un peu différent du marché de la formation. Quand tu es coach, ton pouvoir, en tout cas ta plus-value, c'est la relation et la transformation que tu apportes à une personne ou à un collectif ou quoi. Et ça, le problème, c'est que c'est assez difficile à marketer sur une landing page ou sur du papier ou quoi. Et c'est pas très précis. Tu vois ce que je veux dire ? Quand tu es vraiment coach, toi, tu vas avoir un sujet, l'autre, il va avoir un autre sujet, l'autre, il va avoir un troisième sujet. Alors, tu peux avoir une tendance, tu vois, mais t'es pas précis. Tu veux que je sois méchant ou pas ? Vas-y. On est que tous les deux, donc je peux y aller. Vas-y. On a tous des certifs. On a tous des certifs, tous fait les mêmes diplômes, les mêmes écoles. C'est quoi qui fait la différence avec les gens ? Exactement. Et c'est une très bonne question. J'ai une personne qui m'a dit, mais qu'est-ce qui fait que les gens ils viennent te voir toi, tu vois ? Et en fait, j'ai dit un truc super simple. J'ai dit de toute façon, j'ai dit si t'es bon en coaching, ça veut dire que t'es bon en influence. Si t'es bon en influence, ça veut dire que t'as jamais besoin de vendre. Donc si t'es bon en coaching, t'as jamais besoin de vendre, t'as jamais de problème. En tout cas, pour l'instant, c'est ma croyance. Si dans 2 ans, je suis dans galère financière, peut-être que je changerai ma croyance. Je t'appellerai. Tu m'appelleras, voilà. Mais pour répondre du coup à ta question, qu'est-ce qui fait que les gens m'appellent ? Et parfois, moi-même, je me demande, tu vois, parce que autant on a des valeurs partagées, autant le monde, dans les domaines et les univers de mes clients, je me dis, oh là là, je suis pas dans cet univers-là, tu vois. Mais les gens, ils m'appellent parce que un jour, j'ai coaché une personne. Et peut-être que c'était juste une séance gratuite, tu sais, comme je l'expliquais au début. Et cette séance gratuite, c'est pas juste un diag. Je l'ai coaché et on a fait une vraie transformation à l'issue de cette séance. Et là, les gens, ils ont dit « Waouh !» Ils ont dit, s'il y a ça à l'issue d'une séance, qu'est-ce qui se passe à l'issue de 2, 3, 4, 5 séances ? Et il se passe 2 choses. Là, ils ont vu le pouvoir. Et attention, je ne les ai pas coachés sur des trucs techniques ou quoi. Là où je pense que j'ai une vraie valeur ajoutée, c'est faire monter en compétence les gens sur leur façon de communiquer, que ce soit avec eux, avec les autres, que ce soit en interne, que ce soit en externe. Et en gros, ils ont expérimenté ça et ils ont eu des shifts. Tu vois, j'ai eu un client d'une énorme, un des top 3 français, voire top 10 mondiaux, un gros directeur d'une de ces boîtes-là. Je lui dis, qu'est-ce que tu attends de cette séance ? Il me dit, j'attends que ce soit utile. Genre, il te met déjà la pression, tu vois, en début de séance. Et à la fin, il me dit, mais en fait, cette séance, elle a eu de la valeur ajoutée. Tu sais, sur ce petit moment-là, où tu m'as fait prendre conscience totalement, tu m'as fait changer mon modèle du monde et ma perception du monde sur ce sujet précis. Et en fait, les gens, ils m'appellent pour ça, pour les résultats que je crée. Puis après, en fait, une fois que tes clients, ils sont conscients de ça, bah, ils redeviennent tes clients. Puis après, ils parlent de toi. Et puis en fait, tu n'as jamais de problème pour trouver des clients. C'est tout le temps les gens qui t'appellent. C'est jamais toi qui vas appeler des clients. Donc, c'est pour ça que je dis que je n'utilise pas LinkedIn, parce que de toute façon, je remplis mon agenda grâce aux recommandations. Et j'avais fait, tu sais, encore une histoire de la modélisation. J'avais regardé comment elle fait commencer tous les grands meilleurs coachs. Et je suis allé chez les Américains beaucoup, mais des Tony Robbins, des Michael Neal, des Rich Litvin, des machins et tout. Des gens qui sont bons et qui se marketent très bien aujourd'hui, tu vois, en plus. Mais au début, ils ne cherchaient pas à se marketer. Au début, ils coachaient, ils créaient des transformations et ils avaient des clients qui devenaient des commerciaux. Et voilà. La meilleure vitrine, tu vois, c'est les retours des clients, tu vois. C'est ça. Mais je reste persuadé, tu vois, tu me dis si je me trompe. Il y a forcément des clients qui t'ont lu, en fait. Enfin... Exactement. Et là, tu comprends, alors je blaguais pas, c'est la réelle raison du pourquoi j'ai commencé sur LinkedIn. Mais maintenant, à quoi ça sert et quelle est ma vision de pourquoi je continue à poster sur LinkedIn, tu vois ? Je pourrais dire, bah, ça y est, j'ai atteint les 20 000, j'arrête. Mais non, c'est parce que, en fait, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose de vraiment puissant. J'ai une vision à long terme. Ça va faire peut-être un peu prétentieux ou ambitieux, mais je me dis, pour l'instant, je suis un bébé coach, tu vois. C'est-à-dire, ça fait 4-5 ans. Alors, j'ai la chance d'avoir des clients extraordinaires et tout, mais c'est pas en 4-5 ans que tu deviens vraiment bon et que tu as un impact de ouf. Donc, j'ai une vision à 10 ans. Et à 10 ans, je rêve de continuer à avoir de plus en plus d'impact, d'accompagner des gens qui ont de plus en plus d'influence pour que ça ait une vraie différence et que je contribue à ce mouvement d'un mouvement plus humain et donc plus efficace dans ce monde-là, tu vois. Ça, c'est ma vision très long terme. Je la partage très rarement, mais comme on n'est que tous les deux. Et du coup, LinkedIn, comme tu l'as très bien dit,
juste tu sèmes des petites graines régulières, tes clients te lisent, d'autres personnes te lisent, et les gens pour qui ça fait sens, petit à petit, ils se disent « Ah ouais, Jérémy, c'est cool, j'aime bien ce qu'il partage, machin et tout. » Et c'est même pas l'histoire de est-ce que je vais être son client demain ou après-demain, c'est, voilà, plus tu commences à créer une audience qui partage tes valeurs, qui partage tes messages et qui aime bien la façon dont tu les partages aussi, et plus derrière, à long terme, tu peux avoir un impact et une influence. Mais c'est exactement ça, en fait, tu vois. Moi, j'ai démarré LinkedIn l'année dernière, tu vois. Clairement, ça s'est pas très bien passé au départ parce que, tu vois, les gens, comme tu disais, il n'y a pas la sécurité psychologique. Donc, tu vois, quand tu écris sur LinkedIn, il y a tout le monde qui te voit. Il y a tes RH, il y a ton boss, il y a tes clients, tu vois. Donc, ça, je peux comprendre, tu vois, c'est difficile à surmonter. Après, les gens, ils oublient que dans les réseaux sociaux, tu vois, tu peux pas plaire à tout le monde, hein. Exactement. Tu peux pas plaire à tout le monde. Et tous les gens, s'ils te lisent, non, mais lui, on le sort pas, c'est un mytho, il raconte des salades ou il fait de l'autopromotion. C'est ok, tu vois. Pas besoin de l'insulter, lui mettre un commentaire, t'as un charlot, tu vois. Tu passes ton chemin. Ouais. Tu passes ton chemin. Par contre, il y a d'autres personnes que tu vas toucher, tu vois. Et ça peut être des personnes, comme tu as dit, ils n'ont pas forcément besoin de toi, tu vois, mais ils sont quand même sur un réseau social pour lire et pour ça être inspiré, tu vois. Et c'est ok, tu vois. Et t'attires ces gens-là, tu vois. Et ça fait le filtre direct, tu vois. Oui, t'auras des haters, mais au final, t'as déjà eu des haters, enfin. Ouais. Enfin, des très virulents, j'ai la chance de jamais en avoir eu. Par contre, j'ai quelques... c'est mes meilleurs amis, là. Enfin, non, ça n'est pas mes meilleurs amis, mais je les appelle mes meilleurs amis. Ces gens, ils sont systématiquement, ou quasi systématiquement, ils commentent sur tous mes posts, mais pour critiquer. Ah, j'en ai un dans les posts. Et on s'échangera en off. Je pense qu'on a le même. c'est pas impossible. Et tu vois, et je le laisse faire parce que, déjà, on a le droit d'avoir des visions différentes. Ensuite, il y a ce qu'on appelle, en PNL, on appelle ça des métaprogrammes. Il y a des gens qui ont naturellement tendance à voir le verre à moitié plein et d'autres naturellement tendance à voir le verre à moitié vide. Bon, peut-être qu'il a un métaprogramme plus verre à moitié vide et je ne vais pas lui en vouloir pour ça. Et surtout, le pourquoi je le laisse faire et même je vais dans son sens. Parfois, je lui dis, mais tu sais quoi, tu as tout à fait raison et tout. Et puis parce qu'il a raison, dans une autre façon de voir les choses, ce qu'il dit n'est pas forcément faux. Mais ce que je sais, c'est que son commentaire, si on joue juste le jeu de LinkedIn, un commentaire égale tu stimules l'algo qui te pousse. Et moi, j'attends que ça. Enfin, il faut juste être cohérent avec ce qu'on fait. Si je suis sur LinkedIn, c'est pas juste parce que j'ai envie de déposer mes écrits et tout. Et bien sûr que j'ai envie et que c'est cool, mais j'ai envie de faire monter le truc, quoi. C'est stimulant. Et donc, ça me fait marrer quand je vois qu'il commente. Maintenant, à chaque fois, je me dis « Ah, il m'aide !» Ouais. Après, tu vois, c'est... comment ça s'appelle ? C'est qui disait ça ? C'était Naval Ravikant. Il disait... la dopamine, tu vois, les likes et tout, c'est le diable, tu vois, c'est la version du diable. Moi au départ, justement, voilà, je te pose la question. Quand t'as fait des posts virales, hein, j'ai vu des posts où t'avais 9000 likes. Ouais. Qu'est-ce que t'as ressenti, en fait ? En vrai, au tout premier, parce que t'as vécu la même traversée du désert, tu sais, les gens qui te vendent performer sur LinkedIn en 3 mois, en fait, ils mentent pas. Ils te disent... Faites 3 mois de formation et un jour, vous performerez sur LinkedIn. Mais en fait, ils ne te vendent pas que pendant 3 mois, tu vas faire une traversée du désert. Ça, ils oublient de te le dire. Mais c'est normal, hein, c'est de bonne guerre. Mais donc, j'ai commencé par une belle traversée du désert. Tu fais des posts, tu as 2 likes, et puis le lendemain, tu refais un post, puis tu as 1 like, et puis sur le lendemain, tu as 3 likes. J'ai vraiment commencé comme ça. Les 3 premiers mois, si on regarde mon historique, c'était vraiment pourri, quoi. Puis un jour, tu fais un post à 100 000. Le premier post à 100 000, je t'avoue que j'étais là. Tu vois, la décharge. Et en vrai, c'est comme tout. Alors aujourd'hui, la première fois que j'ai fait 200 000 vues semaine, je fais waouh. Aujourd'hui, je fais entre 250 et 400 000 vues semaine. En fait, ça n'est même plus un sujet, tu vois. On s'habitue, c'est comme tu dis, c'est le principe de la drogue. Il t'en faut toujours plus si tu veux que ça te fasse le même effet. Et en même temps, quand tu commences à comprendre les principes et à relier ça à une nouvelle vision, tu vois, c'est plus nouveau, c'est plus un jeu, ça fait 1 an et demi, tu vois, et c'est relié à quelque chose qui va beaucoup plus loin. Donc, je dirais que j'ai
mon état émotionnel, il s'est un peu stabilisé. C'est-à-dire que bon, si je fais un post qui fait 2 millions, je fais un post qui fait 2 millions. Si je fais un post qui fait 3000 vues, bah, je dirais juste j'ai fait un post pourri qui fait 3000 vues, mais ça m'impacte pas. Mais tu vois, là, je suis obligé de justement, je vais t'amener là-dedans. Ah, tu m'as bien amené. Ouais, je t'ai bien amené. Là, tu viens de le dire. Il y a un post qui fait 3000 vues, il est pourri. Mais tu sais, moi, tu vois, quand j'étais à l'école, j'étais en classe, tu vois, quand je récitais ma poésie devant 25 personnes, j'étais en sueur, tu vois. Enfin, c'était déjà trop de monde pour moi. Et déjà, j'étais d'à côté, quand je récitais ma prose, tu vois, j'étais content, j'étais fier de moi devant 25 personnes. Ouais. Et les trucs, comme je te disais, la dopamine, elle est mauvaise, tu vois. C'est qu'on est matrixé, en fait. Ouais. On se dit, putain, parler devant 3000 personnes, mais attends, mais quand tu fais des meet-up, t'es genre 50 personnes, c'est déjà fou, tu vois. Ouais. Et tu te rends compte, avec Internet et LinkedIn ou n'importe quel réseau social, putain, on est arrivé à se dire inconsciemment, putain, mon poste, il a bidé, il a touché que 3000 personnes. alors que c'est fou, tu vois. Alors, on est d'accord. C'est fou, Vu tu comme vois. ça, clairement. Mais c'est fou, tu vois. Et bah oui, des fois, tu fais des posts qui remplissent le Stade de France. Moi, à chaque fois, je poste sur le Japon. Là, j'ai arrêté depuis 4 mois parce que, voilà. Mais putain, au mois de juillet-août, je me suis dit, allez, c'est ambiance un peu, voilà, un peu vacances et tout. Je vais parler un peu plus de voyage, tu vois. Et moi, pour tenir sur la durée, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, tu vois, j'ai envie de parler des choses qui me plaisent, tu vois. Pas seulement pour me vendre mon expertise ou pour faire l'expert. Parce que je vends pas mes services à d'autres experts. Ouais. C'est pas eux qui ont payé, tu vois. Mais bon, ça, c'est un autre sujet, tu vois. Non, j'ai envie de parler de choses qui m'animent et voilà. Et ouais, je parlais du Japon, tu vois. J'ai fait 2 posts sur le Japon, c'est parti en sucette, tu vois. Mais c'est parti, ouais, c'est genre 200 000 vues, tout, mais. Et bah, tu sais quoi? À Noël, comme je sais qu'il y a moins de monde sur les réseaux sociaux et tout, je me suis dit, j'ai envie de parler de voyage, tu vois. Je vais pas parler du Japon, tu vois. Je vais parler de Taïwan. Ça sera pas la même hora et tout, mais je m'en fous, tu vois. Ça me fait plaisir, tu vois. Et puis j'ai parlé de Taïwan juste le lendemain de Noël, donc je m'en fous du reach et tout. Et le post, il a bien marché. Bien sûr, il a pas fait autant de likes que le Japon et tout. Mais il y a des gens qui sont venus, ils m'ont dit, ah ouais, t'as raison de parler de Taïwan. Tu sais, en Asie, on parle toujours des autres pays, d'Asie du Sud-Est et tout. C'est vrai que Taïwan, on ne parle pas trop. Moi aussi, je suis allé, et c'est vrai que j'ai aimé ce que t'as dit sur la street food, les marchés de nuit et tout. J'ai trouvé ça ouf. Et t'as d'autres personnes qui sont venues me voir en me disant, putain, ouais, c'était une destination, tu vois, que j'avais pas considéré. Et en plus, en ce moment, comme les billets d'avion, ils sont chers pour l'Asie, tu vois. Taïwan, c'est un des rares qui a peu eu l'inflation, tu vois. Ça m'intéresse, tu vois. Mais tu vois, tu touches des gens, tu vois, sur des sujets, tu vois. Et ouais, et tu vois, on se dit, putain, là, mon post, il a bidé, il a eu que 20 likes, il a touché que 500 personnes ou 3000 personnes. Mais non, putain c'est déjà fou, tu vois. Enfin... Ouais, clairement. Et tu fais bien de relever ça parce que des fois, tu crois que ton post est pourri. Et c'est-à-dire ça dépend de la métrique que tu choisis. Si la métrique, c'est le nombre de vues, forcément, il est pourri. Mais en vrai, ça peut arriver, et ça m'est déjà arrivé. Alors là, j'en ai pas en tête, j'en publie un certain nombre, mais de posts qui, en termes de nombre de vues, n'avaient pas performé, mais par contre, qui avaient touché certaines personnes vraiment, et que les personnes, comme tu dis, étaient venues me faire des feedbacks, et voire même, je crois que j'ai déjà eu 1 ou 2 clients qui sont arrivés suite à des posts que je considérais pourris, en termes de nombre de vues. Ouais. Donc, c'est très important ce que tu partages. Ouais. Les gens, ils se souviennent toujours de ce que tu as leur fait ressentir. Hein. C'est la citation de Maya Angelou. Et oui, c'est fort la puissance d'Internet, tu vois. Et comme on s'est un peu laissé berner sur les likes, les vues et tout, on se rend pas compte que, tu vois, tu peux inspirer, influencer quelqu'un, tu vois, juste avec ton partage, tu vois. Oui, tout à fait. Ouais. Et ça, tu vois, si tu peux inspirer une personne, c'est génial, tu vois. Enfin, mais ça, c'est clair, ouais. Et tu vois, c'est ça qui m'a fait, quand je disais, oui, quand j'ai débuté sur les réseaux sociaux, ça s'est un peu mal passé. Parce qu'en fait, j'avais ces croyances bloquantes, tu vois, il y a tout le monde qui va me lire, les gens, ils vont me juger et tout. Mais il y a aussi des gens que tu vas inspirer, tu vois. Ouais. Et je disais dans le podcast, avec Alex Vizio, qui est célèbre influenceur en voyage, tu vois, il me disait, mais on se rend pas compte, tu vois. Enfin, grâce à Internet, avant, on était isolés, tu vois, les gens, ils étaient passionnés par des trucs de niche. Et en fait, grâce à Internet, tu vois, tu les rassembles. Ouais. Tu les rassembles et au départ, on te traitait de fou, tu vois, parce que ouais, t'aimes ceci, t'aimes cela, ouais, t'aimes collectionner des figurines, t'aimes des chabus en peluche, tu vois.
Mais il y a des gens qui aiment ça, tu vois. C'est vrai. Et des gens qui aiment ça, tu vois. Et grâce à Internet, tu te rassembles, ces gens-là, ils se rassemblent. Je dis, non, vous êtes pas fous, en fait. Vous êtes déjà plus nombreux que vous pensez, tu vois. Ouais. Et vous êtes pas fous. Et ouais, ça crée des synergies, tu vois. Enfin, je le dis à chaque podcast et je continuerai à le dire, tu vois. Prendre la parole sur Internet, c'est écrire pour des gens que t'as pas encore rencontrés, en fait. Ouais, exactement. Et ça, c'est quand j'ai vu cette citation de Naval Ravikant, mais c'est fou, tu vois. Bah, on prend l'exemple, tu vois, pour clôturer le podcast, tu vois. Moi, si j'étais pas sur LinkedIn, je t'aurais jamais rencontré. Hein. Ah, mais ouais. Tu Pareil. vois. Non, Mais c'est extraordinaire. Enfin, juste notre rencontre, tu vois, on elle va est dire. extra. C'est n'importe quoi, tu vois. Ouais. Déjà, c'est la deuxième fois qu'on se voit, tu vois. Ouais. C'est la première fois qu'on se voit en physique. Ouais. Donc, je pense que comme t'es pas dans la région parisienne, tu vois, il n'y a aucune chance qu'on se rencontre, tu vois. Ça, c'est sûr. La première rencontre, déjà, c'était en DM sur LinkedIn. Ouais. Parce que c'était une amie à nous en commun à Zlatan. Elle me dit, ouais, lui, il est cool, vous avez le même sujet. Et du coup, c'est comme ça que tu m'as. C'est même toi qui es venu me voir, tu vois, c'est au possible, départ, tu vois. ouais. Et je trouve ça fou, tu vois. Et non. après, on a fait un podcast. Ouais. Le podcast, comme je t'ai dit, je sais pas pourquoi. Enfin, je sais pourquoi, mais je comprends pas que sur la durée, tu vois, c'est le plus grand nombre d'écoutes en termes d'épisodes, tu vois. Ah, c'est fou. Et Mais- sans te vexer, tu vois, mes autres invités, ils avaient des choses à partager, tu vois. Mais toi, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a un truc, tu vois. Ouais. Et on se rencontrait, voilà, avec ça, tu vois. Et là, quand je te demandais, ouais, je vais commencer le podcast vidéo, je suis fou, tu vois, je me lance un nouveau défi, tu vois. Et tu m'as dit, bah, Christophe, je viens direct, tu vois. Grave. Voilà. Et tu vois, tout ça, c'est grâce à Internet, tu vois. Ouais. Enfin, Ah, mais c'est extraordinaire. et Je ne peux que te... Bah, on en est là de suite et la preuve, c'est que au-delà de l'aspect business, au-delà de l'aspect truc et tout, ça ouvre des portes, des opportunités, des rencontres et du coup qui permettent de s'enrichir dans notre vie, mais pas juste en termes pécuniaires, mais Ouais. de faire de notre vie un espace de rencontre, de connexion, d'opportunités, de partage, de grandir ensemble, que je trouve extraordinaire. Et du coup, merci, même si on pourrait dire merci LinkedIn de nous avoir permis de nous rencontrer, tu vois. Bon, après, tu vois, il y a des gens qui vont faire des shorts, Exact. ils vont prendre des extraits, ils vont nous insulter sur Internet, mais c'est ok, tu vois. Ouais, c'est cool. C'est à cool. défoncer, mais c'est pas grave. C'est cool. Non, c'est génial, tu vois. Et pour clôturer, tu vois, moi voilà, t'es comme moi, j'ai toujours pensé que toi, c'était les voyages, ma vie, c'était les voyages, tu vois. Ouais. Parce que, tu sais, j'apprenais plein de choses et tout, et c'était différent, donc pour moi, tu sais, j'avais les yeux qui pétillaient. Mais en fait, c'est les rencontres, en fait. Hey. C'est toujours les rencontres qui me font, voilà, qu'il faut que je sois bien dans les baskets et qui permet d'apprendre plus et de m'enrichir, tu vois. Mm. Et oui, là, on voyage moins parce que, voilà, en termes, on sait, en termes d'écologie et tout, on va pas rentrer dans ce débat, Ouais, tu vois. bien sûr. Mais oui, il y a quand même un devoir, tu vois, c'est plus comme avant, tu vois. Ouais. Mais tu vois, grâce à Internet et tout, je continue à échanger avec des gens, à rencontrer de nouvelles personnes, tu vois, et je fais la même chose qu'en voyage, en fait. Ouais. Et quelque part, enfin, j'adore ce que tu viens de dire, ce côté, ben, tu vois, je croyais que c'était les voyages. Et en fait, dans le voyage, ce qui était important, c'était les rencontres. Et tu vois, on peut retourner le truc, c'est que ça fait presque 2 heures là qu'on discute ensemble. Mhm. Et on a vécu un voyage ensemble à travers notre rencontre. Donc, tu vois, merci pour ce voyage, même s'il n'était pas physique. Mhm. Il est extraordinaire. Et il est lié à cette rencontre. Et c'est chouette, ouais. Trop bien. Bah écoute, jamais on va terminer sur ça. Hein. Et comme d'hab, j'avais un fil directeur. On a tout pété. On a tout pété, on n'a rien suivi. Mais c'est pas grave, tu reviendras une troisième fois. Avec grand plaisir. Bah Jérémy, pour clôturer, si on veut te joindre... Bah écoute, je crois qu'on en a assez parlé sur la fin du podcast. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des sujets ou que vous êtes intéressé, LinkedIn, c'est la façon la plus facile de me joindre, soit sur des messages privés, soit en commentaire, soit comme vous voulez. Mais c'est là que c'est le plus facile de me retrouver. Ouais. Bah merci d'être venu, Jérémy. Hein. T'as bravé le froid et le métro parisien. Merci à toi. Moi, j'ai passé un super moment, hein. J'ai kiffé. Et puis, jamais 203. Hein.
Eh ben, écoute, je te prends au mot. Merci encore pour cet accueil et pour cette grande première que tu me permets, parce que c'est la toute première fois que je fais cet exercice. Donc, merci d'être mon mentor là-dessus. Et je te prends au mot. Jamais 203. À très bientôt à tout le monde et à très bientôt à toi. Merci à tous et à toutes. Ciao!